Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2 FM sur internet ici et maintenant.com. Comme chaque mercredi, c'est la revue de presse économique en compagnie de Lisandre et aujourd'hui avec un invité exceptionnel, François Asselineau. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. François Asselineau, vous êtes haut fonctionnaire et homme politique français. Vous êtes diplômé de HEC et de l'ENA. Vous avez travaillé notamment avec Pierre Bérégovoy, Édouard Balladur. Vous avez travaillé au ministre du Tourisme, des Affaires étrangères, de l'économie et des finances. Vous êtes un haut fonctionnaire spécialisé dans les questions économiques, on peut le dire comme ça. Vous étiez membre de l'UMP jusqu'à 2007 où vous avez décidé de créer l'UPR, l'Union populaire républicaine. Alors j'oublie forcément des choses dans ce court portrait, mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce que je viens de dire pour vous présenter? Il y a des petites inexactitudes, si vous me le permettez. D'accord. Alors, je tiens à dire juste, avant, je me suis basé sur le Wikipédia anglais parce qu'il n'existe pas de page Wikipédia française sur vous. J'ai lu les longues discussions qu'il y a eu et finalement, les Wikinotes, je ne sais pas comment on doit dire, ont choisi de ne pas créer de page Wikipédia française à votre sujet. C'est assez ubuesque, mais bon, Oui, c'est comme ça. oui, ça c'est encore un autre sujet. Nous avions créé une page Facebook me concernant et concernant l'UPR à la fin 2007, c'est-à-dire quelques mois après que j'avais créé l'UPR. Et puis tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Nous avions fait des notices qui étaient tout à fait de style Wikipédia, c'est-à-dire pas promotionnelles mais tout à fait factuelles. Et puis quelques mois après, il y a eu une enquête qui a été ouverte, c'est un procès qui a été ouvert pour non-représentativité. Voilà. Et puis il y a eu en fait pas beaucoup d'échanges, mais il y a un certain docteur Cosmos, c'était son nom, qui je crois sévit toujours, qui a jugé dans sa grande sagesse que ce mouvement politique et moi-même, nous n'étions pas représentatifs, alors que j'avais quand même été à l'époque directeur du cabinet de ministre, que j'étais à l'époque conseiller de Paris, donc à la fois conseiller général et conseiller municipal, que j'avais occupé de nombreuses fonctions dans des cabinets ministériels et que j'étais par ailleurs un haut fonctionnaire de l'inspection générale des finances. Voilà. Alors ça a été supprimé, puis depuis, ils se sont braqués et donc il est impossible d'avoir une notice Wikipédia. Il y a quand même un soupçon de malveillance dans cette affaire, c'est que quelques semaines après que la notice Wikipédia de l'UPR a été supprimée, on a vu apparaître comme par miracle une nouvelle notice de l'UPR, Union populaire républicaine, faisant allusion à un parti régionaliste alsacien des années 30, qui a disparu dans les années 45, je crois, etc. Et dont dont tout le monde se fout. Donc si vous allez aujourd'hui sur Wikipédia français, eh bien vous tapez UPR, vous aurez affaire, on vous sortira cette notice. Il y a quand même une volonté malveillante, à l'évidence, puisque cette notice sur ce mouvement alsacien n'existait pas, j'en suis absolument sûr, lorsque nous avions créé la fiche UPR. Alors effectivement, on en est maintenant à cette situation assez cocasse. Vous avez des mouvements politiques qui ont leur notice Wikipédia en français. Je ne vais pas trop citer de nom, mais je pourrais quand même citer par exemple Madame Cindy Lee et son parti du plaisir, hein, qui s'était présenté, enfin qui avait fait semblant de se présenter à l'élection présidentielle de 2012 et dont le titre de gloire et le programme principal était de se balader sur les marchés des grandes villes les seins à l'air. C'était une espèce de fémène avant la lettre. Donc elle a sa notice Wikipédia. Il doit y avoir, je pense, je ne sais pas, à part elle, il doit y avoir deux adhérents. Enfin, voilà. Nous avons, j'en profite pour le souligner, nous avons, à l'instant même où nous parlons, 4124 adhérents. Notre mouvement politique, au cours des 13 derniers jours, par exemple, a une moyenne d'adhérents de quasiment 10 adhérents de plus par jour. Nous sommes sur une croissance exponentielle. Nous sommes le parti politique en plus forte croissance de France. Eh bien, nous sommes bridés de Wikipédia. Voilà. De Wikipédia français, mais comme vous l'avez souligné à juste titre, Lisandre, nous avons une notice pour ma personne en anglais, en russe, en espagnol, en espéranto, en japonais, en tchèque. Voilà, il y en a d'autres qui sont en cours de préparation. Je voudrais revenir sur deux, trois petites inexactitudes. Quand vous dites que j'ai travaillé pour M. Bérégovoy, oui et non. Ça dépend de ce qu'on appelle travailler. J'étais dans les services comme un fonctionnaire normal du temps du gouvernement Bérégovoy, hein, comme du temps de Madame Cresson, etc. On peut dire, donc on ne dit pas vraiment que j'ai travaillé j'ai travaillé sous une administration.
En revanche, il est davantage légitime de dire que j'ai pu travailler, par exemple, pour Monsieur Longuet ou Monsieur de Charette, puisque là j'étais à leur cabinet ministériel, c'est un petit peu différent. Et puis vous avez dit que j'ai été à l'UMP, j'ai été brièvement au groupe UMP du Conseil de Paris lorsque j'avais été élu conseiller de Paris, mais j'en avais claqué la porte assez vite pour être en non inscrit. Voilà. Mais enfin, je n'ai pas. En revanche, le mouvement politique où j'ai adhéré, c'était le mouvement qui avait été créé par M. Pasqua et M. De Villiers en 1999, qui s'appelait le RPF, et j'y avais adhéré un peu parce que je m'étais trompé, enfin plus exactement j'avais été un peu trompé par la présentation qui en avait été faite par la presse. On avait présenté ça comme un nouveau mouvement, un mouvement néo-gaulliste qui s'était créé, c'est un fait, suite au refus de Jacques Chirac de soumettre le traité d'Amsterdam, un nouveau traité européen, au référendum des Français. Donc j'avais adhéré à ce mouvement, j'avais d'autant plus adhéré à ce mouvement qu'il avait été question dans un premier temps que M. Pasqua fasse alliance avec Jean-Pierre Chevènement. D'ailleurs, les négociations avaient été assez loin, puisque Max Gallo, qui est un proche de Chevènement, normalement devait être numéro 2 sur la liste aux européennes de 1999. Voilà, ça ne s'est finalement pas fait. J'ai donc, je me suis rapproché de ce mouvement, et puis progressivement, j'ai découvert, et c'est important dans la genèse de la création du propre mouvement politique que j'ai fait, j'ai découvert ce que c'était que le souverainisme, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui ne veulent pas ce qu'ils savent. Voilà. C'est-à-dire des gens qui sont fondamentalement de droite, d'ailleurs. Les réflexes du souverainisme, c'est souvent des réflexes de droite. Or, je suis, même si personnellement, je suis originaire de la droite parlementaire, je n'ai jamais été d'extrême droite, j'étais plutôt du centre droit. Je rappelle souvent que lorsque j'étais étudiant à HEC, j'ai voté pour la liste de Madame Veil aux européennes de 1979, mais j'ai bien changé. Donc ces mouvements souverainistes sont quand même très, très marqués à droite. Voilà. Or, j'ai acquis la conviction que nous sommes dans une situation gravissime et qu'il faut absolument rassembler les Français, quelles que soient leurs origines, leurs convictions religieuses, leurs opinions politiques, pour faire sortir la France du piège dans lequel elle est tombée. Alors ça, c'est la première déception que j'ai eue, c'est que fondamentalement les réflexes étaient des réflexes systématiquement droitiers. La deuxième déception que j'ai eue, c'est que c'était gaulliste comme je suis moine tibétain, c'est-à-dire que la quintessence, me semble-t-il, du gaullisme, ça n'est d'ailleurs pas uniquement de Gaulle. C'est comme je le dis souvent, l'UPR que j'ai créé ce n'est pas un mouvement gaulliste. Nous nous inscrivons dans une longue tradition française, 1300 ans de monarchie et 200 et quelques années de république. Nous nous inscrivons dans une longue tradition d'un peuple qui porte le nom de libre. Français, ça veut dire libre, depuis le baptême de Clovis de 496. Un peuple qui a toujours refusé d'être dominé par un empire extérieur. Donc il y a De Gaulle, bien sûr, mais avant De Gaulle, vous avez eu Clémenceau, vous avez eu Gambetta, vous avez eu les soldats de l'an 2, vous avez eu, si on peut remonter à Jeanne d'Arc contre les Anglais, on peut remonter à Philippe Auguste avec la bataille de Bouvines. Il y a une très longue tradition d'un peuple qui ne veut pas se laisser soumettre. Voilà. Et ce que j'ai observé, c'est que dans ces mouvements souverainistes, on protestait, etc., mais on ne tirait jamais les conséquences. Et en définitive, et au moment décisif, on appelait à voter Chirac, ou on appelait à voter. Voilà. Donc j'ai claqué la porte de tout ceci. D'ailleurs, à gauche, c'est pareil. Chevènement, si enfin, les deux personnalités politiques, finalement, dont je me sens le plus proche, c'est sans doute Philippe Séguin d'un côté et Jean-Pierre Chevènement de l'autre. Mais dans un cas comme dans l'autre, ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur raisonnement. Voilà. Or, la quintessence de ce qu'a fait De Gaulle, ou de ce qu'a fait Clémenceau, ou de ce qu'a fait d'Enfer Rochereau, j'étais à Belfort il y a quelques jours, c'est l'intransigeance. C'est l'intransigeance jusqu'à la victoire finale. Voilà. Or, tous ces gens ont fini par transiger et se sont abîmés, si vous voulez, comme on dit d'un navire qui s'abîme dans un naufrage. Philippe Séguin finit par devenir européiste vers la fin de sa vie. Moi, je le voyais au Conseil de Paris.
il traînait son ennui et sa tristesse dans les couloirs. Puis Jean-Pierre Chevènement, il a appelé à voter pour Ségolène Royal. Enfin voilà, tout ça est assez triste. C'est la raison pour laquelle j'ai créé l'UPR. Oui, Philippe Séguin qui pourtant a fait un discours mémorable le 5 mai 92, un discours sur lequel je pense que vous n'avez pas grand-chose à redire, contre le traité de Maastricht, contre l'abandon de souveraineté de la France, mais malheureusement, comme vous l'avez dit, il n'est pas allé au bout de ses idées, et effectivement, il était devenu plus européiste, en tout cas, factuellement, il était plutôt européiste dans ses faits sur la fin de sa vie. Absolument, le discours, vous avez mille fois raison. Enfin, Philippe Séguin a fait un discours qui est absolument extraordinaire, qui est prémonitoire, comme d'ailleurs beaucoup de visions de Gaulle. Mais Jean-Pierre Chevènement, je présente dans une récente conférence que d'ailleurs je vais présenter demain soir à Bondy, j'en profite pour le souligner à 19 heures à la mairie de Bondy, qui s'appelle Faut-il avoir peur de sortir de l'euro? Dans la nouvelle version de cette conférence que j'ai présentée depuis plusieurs années, mais à chaque fois j'essaye de les enrichir, de les actualiser, je présente un échange radiophonique qui a eu lieu en 97 entre François Bayrou d'un côté et Jean-Pierre Chevènement de l'autre. Bon, François Bayrou avait tout faux, avec 17 ans de recul, et Jean-Pierre Chevènement avait tout juste, quand vous revoyez cet échange. Voilà. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que Philippe Séguin, comme Jean-Pierre Chevènement, bon, il y en a un qui est décédé, mais finalement ne sont pas allés jusqu'au bout. Et c'est pour moi un mystère. C'est pour moi un mystère parce que, en tout cas c'est ma conviction, il n'y a rien de plus important, de plus décisif que l'indépendance nationale. C'est comme être en prison ou être en liberté. Tout le reste est subordonné. Tout le reste n'a aucune importance. Si vous êtes en prison, vous êtes en prison. Voilà. Et vous pouvez tirer tous les plans sur la comète, etc. Vous êtes en prison. Voilà. Si vous êtes libre, à ce moment-là, tous les possibles s'offrent à vous, tous les avenirs s'offrent à vous. Or, on a l'impression que nous sommes dirigés par une espèce de classe politique qui, soit dit en passant, je suis assez sévère. Je considère que les historiens dans 150 ans considéreront que la classe politique française des années depuis la mort de Gaulle, et à coup sûr en tout cas depuis l'arrivée de Sarkozy au pouvoir, que la classe politique française est d'une extraordinaire médiocrité actuellement, comme elle l'a d'ailleurs été sous la 4ème République. De Gaulle avait des mots très durs dans le C'était de Gaulle. Il disait à perfide ces personnages lamentables de la 4ème République et qui considéraient qu'il fallait surtout tout brader tous les intérêts nationaux. Ben, on en est là, et donc on a cette classe politique qui fait comme si, ma foi, le fait d'être dirigé par l'étranger, tout ça était un détail, et qu'en revanche, alors ce qui était beaucoup plus important, c'est de savoir si Madame Trierweiler est encore ou non la compagne du président de la République. Voilà, c'est se moquer du monde, c'est considérer les Français et prendre le peuple français pour un groupe d'imbéciles, ce qu'il n'est pas. Alors, on va passer plus de 3 heures à parler de tous ces sujets et je propose qu'on attaque tout de suite sur la question fondamentale, vous venez de le dire, de la souveraineté française, de la souveraineté au sein de cette Union européenne. Philippe Séguin avait d'ailleurs une formule dans le discours que j'évoquais tout à l'heure. Il disait « la souveraineté, soit on l'a, soit on ne l'a pas. On ne peut pas en enlever des petits bouts. Ça ne se divise pas, la souveraineté. Donc, clairement, aujourd'hui, on n'a plus cette souveraineté. Et j'aimerais commencer par parler de la question monétaire, qui est sans doute la plus importante, en tout cas à mes yeux, une des plus importantes, dont on parle très souvent à cette antenne. J'avais reçu notamment Philippe Murer pour parler de la sortie de l'euro. On a reçu de très nombreux économistes qui nous ont dit l'importance de la création monétaire, l'importance de ce pouvoir régalien de la création monétaire. Donc j'aimerais commencer par là. On a le sentiment que ces dernières semaines, le débat sur l'euro revient timidement par la fenêtre avec ce dossier de Marianne, avec une ou deux émissions télévisées. Donc comment vous percevez ce débat sur l'euro qui revient tout doucement dans les médias mainstream ? Alors, j'aurais aimé qu'on parle peut-être, mais on y reviendra tout à l'heure, mais j'aurais bien aimé qu'on parle un petit peu de l'UPR, hein, de façon globale. Mais je vais répondre à votre question, je ne voudrais surtout pas vous donner l'impression de botter en touche, d'autant plus que c'est un sujet qui m'est cher et sur lequel j'ai des choses à dire. Je rappelle que lorsque j'ai créé ce mouvement politique le 25 mars 2007, c'est-à-dire le jour du 50e anniversaire du traité de Rome, et ça aucun de nos adversaires ne peut nous le nier, nous sommes le seul mouvement politique qui se soit créé le jour du 50e anniversaire du traité de Rome, ou d'ailleurs de quelque anniversaire du traité de Rome que ce soit, et nous nous sommes créés pour faire sortir la France de l'Union européenne et de l'euro.
C'est tellement vrai que c'est inscrit dans notre charte fondatrice, qui est une espèce de contrat de confiance qui lie entre eux tous les adhérents. Et c'est tellement vrai que c'est inscrit dans nos statuts que je suis allé déposer à la préfecture de police de Paris et qui ont été publiés de mémoire, je crois que c'est au mois de juin, au journal officiel de la République française. Il faudra d'ailleurs que je mette le scan de cette page sur notre site. Voilà, ça fait 2 lignes ou 3 lignes parce qu'il y a beaucoup d'associations. Vous savez qu'un parti politique, c'est une association de loi 1901. Il y a tous les jours des associations qui se créent. Mais enfin, il y avait donc un paragraphe. Voilà. Alors, j'insiste là-dessus parce que, mine de rien, nous sommes le seul, absolument le seul mouvement politique français qui se soit créé dans cet objectif de faire sortir la France de l'Union européenne et de l'euro. Il n'y en a aucun autre. Aucun autre. Je vous mets au défi de m'en trouver un seul autre, d'aller voir les statuts déposés par notamment ceux qu'on nous envoie dans les pattes systématiquement, c'est-à-dire le Front National, ou éventuellement Debout la République. DLR, oui, ou Debout la République. Voilà. Ça n'est pas vrai. Donc ça c'est la première chose. D'ailleurs, deuxième chose, notre logo qui a été trouvé par un de nos adhérents qui est graphiste et qui travaille dans une agence de communication reprend le rameau d'olivier qui avait été dessiné par Oscar Rotti, le graveur de la Monnaie de Paris, enfin l'un des principaux graveurs de la Monnaie de Paris. À la fin du 19e siècle, c'était en 1898, et nous avons pris ce logo qui était sur la côté pile de la pièce de 1 franc. Donc nous sommes le seul mouvement politique qui se soit créé dans l'objectif de sortir de l'Union européenne et de l'euro, qui a pris le logo même de la pièce de 1 franc comme logo du mouvement politique. Nous sommes d'ailleurs toujours aussi le seul, on pourra y revenir si vous le voulez, à n'avoir aucune ambiguïté sur cet objectif, puisque les autres mouvements politiques, ceux que vous venez de citer notamment, passent leur temps à tourner autour du pot, mais ne prennent jamais aucun engagement sérieux. Je le présente dans une autre de mes conférences sur les partis politiques français. Alors, maintenant sur le fond du sujet, eh bien, je l'explique dans mes réunions publiques. Le problème posé par l'euro, c'est que c'est une monnaie plurinationale qui s'applique à des peuples différents. Or, toute l'histoire monétaire du monde montre que ce type de monnaie a toujours fini par exploser. Il a toujours été créé d'abord dans le même objectif, dans un premier objectif, et qui est un objectif politique. On a vendu aux Français, on a présenté aux Français au moment du référendum de 1992 l'idée d'une monnaie européenne. D'ailleurs, à l'époque, on ne parlait pas d'euro, on parlait d'écu. On leur a présenté, d'ailleurs, dans le traité de Maastricht que les Français ont ratifié, c'est le mot de écu qui est mentionné, ce qui prouve au passage d'ailleurs que les européistes peuvent piétiner les traités. Normalement, si vous n'avez pas le droit de changer une lettre ou une virgule dans un traité qui a été ratifié, enfin bref, peu importe. Enfin non, pas peu importe, mais c'est important. Vous expliquez que c'est sous la pression des Allemands. Les Allemands se sont réveillés en 1996 ou 97, je ne me rappelle plus, en disant que écu, ça leur allait pas du tout. Voilà, parce que écu, mais pourtant c'était dans le traité de Maastricht qui avait été signé le 9 novembre 1991 à Maastricht et qui avait été ratifié par les Français notamment le 20 septembre 1992 et puis par tous les autres peuples. Bien, les Allemands effectivement se sont soudain aperçus en 1997 que ce mot de écu ne leur allait pas du tout. Ça allait bien aux Français parce que ça faisait penser à l'écu tel qu'il avait existé sous Louis XIV par exemple, Louis XV ou Louis XVI. C'est une vieille pièce française en argent. Ça allait bien aux Britanniques parce que c'était un acronyme qui signifiait European Currency Unit, c'est-à-dire unité monétaire européenne. Donc c'était également un acronyme britannique, anglais, ça leur allait bien. En revanche, ça n'allait pas du tout aux Allemands, d'abord parce que ça plaisait aux Britanniques et aux Français, mais ça ne plaisait pas aux Allemands, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'ils ont dit, ça faisait penser à Diku, qui veut dire la vache en allemand, ou Eku, E-K-U, qui est le nom d'une bière. Donc du coup, ils ont dit, ça va être l'euro. À ce moment-là, comme vous savez, je l'explique, la construction européenne, c'est une sorte de Rubik's Cube qui ne marche jamais. Donc quand ça plaît à ça plaît à un pays, aussitôt ça ne plaît plus à un autre. Bon, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les Grecs à ce moment-là ont dit non, c'est absolument pas possible d'appeler cette monnaie euro parce que ça faisait penser à euros, ce qui veut dire l'urine. Alors évidemment, tout le monde est égal dans la construction européenne, sauf qu'il y en a qui sont plus égaux que d'autres, si vous voulez. Donc l'Allemagne a dit c'était à prendre ou à laisser, et puis les Grecs ont été obligés d'aller se faire voir, si j'ose dire, et donc d'accepter comme monnaie une monnaie qui en grec
fait penser à de l'urine, ce qui est quand même pas très, c'est pas très bien parti. Bon, ça c'est une petite anecdote. Revenons à des choses plus sérieuses, quoique encore une fois, ces symboles sont des choses sérieuses. Toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours fini par exploser. Elles ont toutes été imposées par des puissances coloniales. Hein. Je le rappelle, c'est la première qui apparaît dans l'histoire, c'est dans la Bible, lorsque les Séleucides, c'est-à-dire les descendants d'Alexandre Alexandre le Grand, qui sont des Grecs, ont créé une espèce d'empire au Moyen-Orient. Ils imposent une monnaie dans leur territoire, et puis ils se heurtent. Il y a des irrédentismes en Judée, Samarie, etc., qui sont du peuple juif. Donc tout ceci débouche jusqu'à ce que un jour l'un des descendants, Alexandre soit obligé de donner sa liberté au peuple juif. Et c'est dans le premier livre des Maccabées, dans le chapitre 13, je crois, ou 15, que donc le descendant le monarque séleucide convoque le grand prêtre des Juifs et lui dit je rends la liberté à ton peuple, tu as le droit de battre monnaie à ton effigie et d'avoir des plateformes et des armes. Donc ça fait plus de 2000 ans, c'est la première fois qu'on a ça dans l'histoire, hein, dans l'histoire, notamment dans un texte qui est vieux de plus de 2000 ans, cette idée que un peuple c'est une monnaie, et qu'une monnaie c'est un peuple. Remarquez bien que 2000 ans après, comment dirais-je, les recherches économiques ont montré notamment la théorie, vous savez, des zones monétaires optimales de Robert Mundell, qui est prix Nobel d'économie, a montré que, avec sa théorie des zones monétaires optimales, que une monnaie ne peut tenir que s'il y a une solidarité naturelle qui est éprouvée entre ceux qui l'utilisent. Voilà. Alors on en est là. On a imposé une monnaie maintenant, il y a 18 peuples différents. Vous savez que tous les pays de l'Union européenne ne sont pas encore dans l'euro. Il y en a 18. Or, ces 18 peuples, ils ont 18 économies différentes, totalement différentes. Et ils ont également des façons des comportements sociaux, des visions du monde radicalement différentes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour que l'euro puisse être viable, il faudrait que sur très longue période, il y ait la même évolution de la compétitivité entre toutes les économies de la zone. Et il faudrait que lorsqu'il y a des chocs asymétriques, pour parler comme Robert Mundell, il faudrait qu'il y ait un transfert naturel de fonds des zones riches vers les zones pauvres. Ce qui impose deux choses que l'on voit, on les a sous le nez. La première, ça veut dire que les pays du sud de l'Europe se calent sur l'économie dont la croissance de la compétitivité est la plus forte, c'est-à-dire l'Allemagne, ce qui impose donc aux Français, aux Portugais, aux Espagnols, aux Italiens, aux Grecs, notamment d'imiter le modèle allemand dans tous les domaines. En particulier les réformes dites Hartz IV qui ont été adoptées il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire tendanciellement la diminution des salaires des gens les plus pauvres. Et même la suppression d'un salaire minimum. La suppression éventuelle d'un salaire minimum, la multiplication des petits boulots, des jeunes diplômés qui sont payés 1 ou 2 euros de l'heure, enfin c'est ça. Parce que sinon, il y aura une divergence de compétitivité avec des déficits de balance des paiements entre les États de la zone. Et la deuxième chose, c'est que lorsqu'il y a un choc asymétrique, c'est justement le cas, eh bien ça veut dire que les riches doivent payer. Ça veut donc dire que les Allemands doivent payer. Alors en fait, comme vous le comprenez, d'ailleurs c'est ce que l'on voit sur on l'a sous le nez, tout ceci mécontente tout le monde. Parce que les Grecs, les Italiens, les Français, les Espagnols, les Portugais, etc., ont le sentiment que c'est l'Allemagne qui dirige, parce que c'est l'Allemagne qui dit vous devez faire comme nous. Donc ils sont furieux. Donc ils traitent Madame Merkel et l'Allemagne de quatrième Reich. Hein. On le voit dans toute l'anti-germanisme s'est développé à toute allure dans les pays du Sud. Et en Allemagne, c'est l'inverse. Parce qu'en Allemagne, les Allemands disent on n'a pas envie de payer pour des gens qui se la coulent douce. Bon, dans un cas comme dans l'autre, c'est excessif. La vision des choses est excessive. Ce que nous disons, nous UPR, je crois que nous sommes des gens tout à fait raisonnables et responsables, c'est que nous ne sommes ni anti-allemands, ni anti-grecs, ni anti... D'abord parce que ça n'a pas de sens. Nous sommes pour la paix entre les peuples. On dit simplement que la folie, c'est tout simplement de vouloir qu'il y ait une même monnaie entre tous ces gens.
Voilà, parce que toute l'histoire du monde a montré que ça n'était pas viable. Alors, si vous voulez entrer un petit peu plus encore dans le détail, mais c'est pas un détail, c'est super important ce que je vais dire, c'est que contrairement à ce que disent les experts prétendus ou les responsables politiques, l'euro n'est pas une monnaie unique. Ça n'est pas vrai. L'euro est en fait, pour parler en termes le plus précis possible, c'est une collection, une juxtaposition de monnaies homonymes liées entre elles par un lien de 1 pour 1. Qu'est-ce que ça veut dire ce jargon? Ça veut dire que, contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer, tous les États membres qui sont entrés dans la zone euro ont conservé leur banque centrale nationale. Il y a toujours une banque de France, il y a toujours une banque de Grèce, il y a toujours la Bundesbank, la banque centrale allemande, il y a toujours une banque du Portugal, etc. On aurait pu imaginer, tout est imaginable, on aurait pu imaginer que toutes ces banques centrales s'abordassent et que l'on ait créé une seule banque centrale européenne. La banque centrale européenne a été créée, mais elle est en plus, elle est une espèce de superviseur général. Le bilan de la BCE, c'est à peu près 7% du bilan cumulé des banques centrales nationales. Alors pourquoi est-ce que c'est très 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 important? Parce que les euros n'ont pas la même valeur juridique selon les États. Lorsque vous avez, si par exemple, Lisandre, vous avez 250 000 euros sur votre compte courant en banque, bon, mettons 2500 euros, bon, allez, 250 euros. Bon, si vous avez un peu d'argent sur votre compte courant, en fait, ces 250, mettons les 2000 euros que vous avez, ce sont des créances sur la Banque de France. Si vous les avez par exemple au Crédit Lyonnais ou à la Société Générale ou à BNP Paribas, là à Paris, à la mode Piquet. Bien. Mais si vous transférez cet argent dans une banque, qu'elle soit française, américaine, allemande, peu importe, mais qui soit située en Allemagne, par exemple au Crédit Lyonnais, à l'agence du Crédit Lyonnais à Berlin ou l'agence de la BNP Paribas à Munich, à ce moment-là, d'abord vous en avez le droit. Vous en avez le droit, ça s'appelle le libre établissement. Deuxièmement, vous avez le droit de transférer votre argent sans problème, sans limitation. Ça fait partie des traités européens, ça fait partie notamment du système de l'euro. À ce moment-là, votre argent, quand il va arriver sur la banque, dans le compte courant que vous aurez ouvert à Munich ou à Berlin, va se transformer en 2000 euros, puisqu'il y a un taux de change de 1 pour 1, mais 2000 euros qui cette fois-ci seront des créances sur la Bundesbank. Alors pourquoi c'est important? Parce que ce système existe dans toute l'Europe. C'est important parce que les gens qui savent, les insiders, comme on dit, les connaisseurs, c'est-à-dire les grandes fortunes, les grandes entreprises, eux, ils savent que c'est comme ça que ça marche. Donc s'ils anticipent qu'il va y avoir une explosion de l'euro, tout le monde sait que s'il y a une explosion de l'euro, les créances sur la Bundesbank se transformeront en nouveaux Deutsche Mark. Et tout le monde sait que les nouveaux Deutsche Mark gagneront probablement 20-25%, peut-être plus, par rapport au cours pivot actuel de l'euro vis-à-vis du dollar. En revanche, si vous êtes grec, la créance sur la Banque de Grèce se transformera en nouvelle drachme. Or, on sait que la nouvelle drachme perdra probablement 30%, peut-être davantage, par rapport au cours pivot vis-à-vis du dollar. Donc, par anticipation, toutes les grandes fortunes ou toutes les grandes entreprises systématiquement vont placer leurs avoirs en Allemagne ou également dans d'autres États de la zone euro que sont les Pays-Bas, le Luxembourg ou la Finlande, mais principalement en Allemagne. Alors le résultat de tout ça, ça veut dire que on assiste à un phénomène de divergence qui est apparu à partir de 2007-2008. Donc l'euro a été créé 1er janvier 1999. Bon. Ensuite, il est arrivé dans notre portefeuille sous forme de pièces et de billets le 1er janvier 2002. Et puis tout ça a mené son petit bonhomme de chemin jusqu'en 2006-2007. Et puis après, à partir de 2007, et notamment à partir de 2008 avec l'affaire de la crise des subprimes, eh bien d'un seul coup, le phénomène a commencé à diverger. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a eu de plus en plus de fonds venus des pays du Sud qui sont allés vers les pays du Nord par le système dit Target 2, qui est un système de transfert automatique à l'intérieur de la zone euro. Pour que vous voyez un petit peu le problème, il y a le bilan de la Bundesbank avant, c'était de l'ordre de 250 milliards d'euros. Il y a eu actuellement, il y a 650 milliards d'euros qui sont venus des pays du Sud pour se réfugier en Allemagne.
Et le problème, c'est que les européistes, les partisans de l'euro espèrent que ce système va se dégonfler, mais ça ne dégonfle pas. Parce que le, comment dirais-je, vous avez pour les théologiens une des preuves de l'existence de Dieu, c'est qu'il y aurait des choses qui ne s'achètent pas en ce bas monde. Alors je vous laisse méditer là-dessus, mais ce qui est vrai, c'est que tout ne s'achète pas. Vous pouvez tout acheter, sauf l'amour, sauf l'amitié, sauf la confiance. Or la confiance, ça ne s'achète pas. Vous pouvez payer des quantités de journaux, de médias pour vous dire, voilà, on a tous confiance dans l'euro. Si les gens n'éprouvent pas un sentiment de confiance, ils ne l'éprouvent pas. Or, les pays du Sud n'éprouvent pas de sentiment de confiance dans l'euro, les pays du Nord non plus. Donc ce sentiment de méfiance qui n'est pas prêt de se finir fait que il y a ces transferts automatiques, et donc la zone euro, je le dis souvent, cette image, ressemble à une espèce d'être humain qui serait victime d'une maladie inconnue. Cette maladie, ce serait que le sang afflue constamment à la tête, au risque d'ailleurs d'avoir comment dirais-je, un accident vasculaire cérébral. Tout le sang reflue à la tête s'appelant Allemagne, et tous les membres sont glacés, les membres étant Espagne, Portugal, Italie, Grèce. Glacés pourquoi? Parce que le sang ne circule pas. C'est ce qui se passe. Dès que la Banque Centrale Européenne, ou dès que des banques envoient des liquidités dans les pays du Sud, dans l'admire qui viennent, ça remonte en Allemagne par ce système dont je vous parlais. Donc la zone euro n'est absolument pas sortie d'affaires. C'est absolument pas sorti d'affaire. Actuellement, il y a une phase de rémission. Moi, j'assimile ça, cette maladie, elle a aussi quelque chose que je comparais un peu à un cancer. C'est que l'autre jour, il y avait à l'inspection générale des finances un directeur du Trésor qui est venu et qui essayait de trouver des éléments favorables à l'euro qui faisaient valoir que tel ou tel aspect n'était pas mauvais. On peut toujours trouver des choses, bien sûr. C'est comme si vous voulez quelqu'un qui a un cancer. On peut dire, bah oui, bah vous avez un pouls normal, vous n'avez pas de fièvre, mais ça n'empêche pas qu'il a un cancer. Bon, ben là c'est pareil, on peut toujours dire oui, mais finalement, actuellement, les taux d'intérêt ont baissé, ça n'est plus comme au pire moment de la crise, etc. Bon, ça c'est vrai. Il y a un Mais argument qu'on entend souvent aussi, c'est on peut voyager en Europe sans avoir à changer son argent. Comme si c'était un argument qui finalement résolvait tout. Enfin bon, c'est oui, un ça fait argument partie. Oui, un peu ridicule, quoi. oui, ça fait partie des arguments. Ça fait partie des arguments, j'allais dire, excusez-moi, mais un petit peu bas de gamme, c'est les arguments Oui, oui, qu'on a tout à donnés. fait. Alors, on peut balayer cet argument très facilement, euh, de deux façons d'ailleurs. La première, c'est que maintenant, quand vous circulez dans le monde, vous avez votre carte de crédit, vous allez dans un distributeur automatique de billets, un DAB. Donc, vous partez pas avec plein d'argent liquide sur vous. Bon. Donc, si vous allez en Allemagne, vous sortez d'un DAB, vous sortez des euros. Mais si vous allez au Royaume-Uni, vous sortez des livres. Bon, quelle est la différence? Absolument aucune. Il n'y a absolument aucune différence en termes de facilité ou de complexité. Bon, il y a des gens qui me disent oui, on a un taux de change quand on passe de la lire, etc. Oui, mais vous avez aussi en général des frais de transaction quand vous tirez sur un DAB à l'étranger. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, au risque de paraître un petit peu, ça c'est pas technique ce que je vais dire, c'est un peu sentimental, mais je vous avoue que personnellement j'aime bien quand je vais au Royaume-Uni avoir des billets qui ne soient pas les mêmes que les miens. J'aime bien quand je vais au Japon avoir des yens, j'aime bien quand je vais en Chine avoir des yuan, j'aime bien avoir je sais pas moi, des roubles en Russie, etc. L'idée selon laquelle c'est formidable si tout le monde est pareil, c'est une idée qu'on a mis dans la tête des gens et qui, une idée, en fait, est une idée profondément morbide. C'est pas seulement vrai de la monnaie. Hein. Imaginez un univers, imaginez la planète Terre dans 150 ans où tout le monde parlerait l'américain, où tout le monde danserait sur les musiques de Michael Jackson, où tout le monde irait manger chez Kentucky Fried Chicken ou McDonald's. Est-ce que c'est un univers souhaitable? Que dans tous les pays du monde, qu'il n'y ait plus de civilisations différentes, qu'il n'y ait plus la diversité des peuples et des nations, que tout ça ait été passé au rouleau compresseur de l'hégémonie euro-atlantiste et de l'ultra-capitalisme libéral tel qu'il est en train de se préfigurer avec notamment le grand marché transatlantique, etc., qui est une guerre contre les États au profit des grands conglomérats. Est-ce que vraiment la destinée de l'humanité, c'est ça? Ben, nous disons non.
Ça fait d'ailleurs partie de ce que je dirais tout à l'heure sur un petit peu notre mouvement politique, qui est une de nos caractéristiques aussi, c'est qu'on pose, je crois, des questions fondamentales que les autres partis ne veulent pas aborder. Mais pour clore avec cette affaire de l'euro, il faut quand même voir que l'euro est en train de nous entraîner à une perte, à un appauvrissement collectif monstrueux. Monstrueux. Quand vous allez en Grèce, vous avez 58% des moins de 25 ans, selon le taux de chômage officiel, qui sont au chômage, et vous avez 28% de la population qui est au chômage. Vous avez à peu près pareil 28% de la population espagnole qui est au chômage. Donc en fait, vous avez une montée colossale du chômage dans tous les pays du Sud, mais colossale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en Espagne, je crois qu'il y a maintenant pratiquement 2 millions de foyers où tout le monde, le père, la mère et tous les enfants sont au chômage. Ce qui, en termes de désagrégation du tissu social, en termes de perte des repères, perte des valeurs, perte du sens de la vie, etc., désespoir général est effrayant. Et en Allemagne, ben, ça n'est pas beaucoup mieux. Le taux de chômage en Allemagne, effectivement, est beaucoup plus bas. Il est de l'ordre de 6%, mais avec des tout petits boulots microscopiques, avec comment dirais-je, des gens qui sont de moins en moins payés. Et puis d'ailleurs, la situation en Allemagne, si elle était si mirobolante, ce serait un pays qui irait de l'avant. Vous savez que par ailleurs, un des grands drames de l'Allemagne, c'est que c'est un pays qui vieillit à toute allure et dont la natalité il ne remplace absolument plus, je crois que le taux d'enfants doit être de 0,8 à 0,9 enfants par femme, alors qu'il en faut 2,1 pour le renouvellement des générations, de telle sorte qu'en 2030 ou 2035, la France sera plus peuplée que l'Allemagne. Ça n'est d'ailleurs pas pour rien que l'Allemagne, sous certains côtés macroéconomiques, présente des meilleurs comment dirais-je, aspects que la France, mais ce sont des aspects négatifs. Par exemple, dans nos dépenses publiques, tout le monde tape toujours sur les fonctionnaires, sur le coût, mais le coût des fonctionnaires a diminué en France depuis maintenant un certain nombre d'années en pourcentage du PIB. Ce qui a beaucoup augmenté, c'est les dépenses sociales. Mais les dépenses sociales, elles sont elles-mêmes corrélées à un relativement fort dynamisme de notre démographie. Voilà. Alors qu'en Allemagne, effectivement, ils peuvent faire des économies considérables sur l'enseignement, sur les prestations maternité, sur tout ça, bien sûr. Mais enfin, au bout du compte, c'est la paix du cimetière qui est en train de s'installer en Allemagne. Donc c'est pas du tout un pays qui se porte si bien que ça. C'est d'ailleurs un pays où les femmes ne font plus d'enfants. Excusez-moi, mais c'est pas un pays qui rayonne la joie de vivre. Effectivement. Et est-ce que d'ailleurs c'est une bonne nouvelle pour la France de savoir que d'ici 15-20 ans, on va dépasser l'Allemagne en termes de nombre d'habitants, de savoir qu'on a une croissance de la population qui va s'accélérer, qu'il y a une jeunesse en France, qu'il y a des forces vives. Est-ce que ça vous semble être quelque chose qui inéluctablement va amener la France à prendre la tête en Europe politiquement? Alors, la France, les projections démographiques que je crois savoir, hein, à horizon de 2030 ou 2040, ne montrent pas un boom extraordinaire sur la population française. Je crois que on devrait peut-être être aux alentours de 60. Actuellement, il y a 65 millions d'habitants en France si l'on y intègre les 2 millions d'habitants outre-mer. Je pense qu'on devrait passer peut-être aux alentours de 68 millions ou 70 millions. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. En revanche, ce qui est très extraordinaire, c'est que l'Allemagne pourrait passer de 85 millions à 60 et 65 millions et passer en dessous de la France. Il y a un autre pays, un peu dans le même cas que la France, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni pourrait à son tour dépasser la France, je crois, d'après les projections démographiques en 2040. Alors bon, la démographie, c'est un art tout à fait intéressant parce que c'est la seule discipline scientifique dure, une science dure, fondée sur des choses incontestables, qui permettent de prévoir un peu l'avenir. Naturellement, ça fonctionne quand même sur des hypothèses. Alors la démographie à 3 ou 4 ans, on est presque certain de ça. Quand vous portez à 30 ou 40 ans, là vous faites des hypothèses et évidemment, selon les scénarios retenus, il y a des évolutions différentes. Moi, ce que je pense en tout cas, c'est que ce rééquilibrage des populations entre la France et l'Allemagne, normalement, ne sera pas sans conséquence. En particulier, il faut quand même regretter quelque chose qui montre à quel point nous avons des dirigeants qui sont quand même pusillanimes, qui ne défendent pas nos intérêts nationaux. Je rappelle que lorsque la construction européenne a été créée, il y avait un principe intangible, c'était qu'il y avait
égalité parfaite entre France et Allemagne, notamment égalité du nombre de députés au Parlement européen. Eh bien, au moment où il y a eu les élargissements, la perspective des élargissements, il y a eu le traité de Nice en 2000 et Jacques Chirac à l'époque, flanqué de Lionel Jospin, donc on était en cohabitation, bon, donc c'est à la fois l'UMP et le PS qui sont co-responsables, ont accepté qu'il y ait une rupture entre cette égalité, de telle sorte que maintenant il y a moins de députés au Parlement européen qui sont de nationalité française que de députés allemands. Je pense que compte tenu des évolutions démographiques à venir, les responsables politiques français auraient très bien pu taper du poing sur la table en disant écoutez, soit on garde le truc, l'égalité France-Allemagne, soit on arrête le système. Bon, mais ça, taper du poing sur la table, en France, plus personne ne tape du poing sur la table. Depuis De Gaulle, on ne le voit plus. Voilà, on est au contraire toujours prompt à tout céder. Tout céder, commençons d'abord par tout céder et ensuite on va voir. Qu'est-ce qu'il en arrivera en 2030 si la France a plus d'habitants que l'Allemagne? Est-ce que les Allemands accepteront de revenir, d'avoir moins de députés que les Français? Mais, vous savez, tout est possible. Si ça se trouve, on nous expliquera, bah oui, maintenant on peut plus changer. Et puis les Français, encore une fois, abandonnent. Bon, de vous à moi, je pense que d'ici là, l'Union européenne aura explosé. Mais enfin, c'est un trait de caractère que j'en profite pour souligner, c'est que nous avons des dirigeants qui systématiquement acceptent d'être subordonnés. C'est une phrase terrible d'ailleurs de François Mauriac, qui était un écrivain français proche de Gaulle, qui avait tenu un bloc-notes dans les cours des années 60, etc., et qui avait dit, alors je cite, c'est une citation que je fais de mémoire, donc elle n'est peut-être pas tout à fait exacte, mais c'était ce qu'il y a de plus extraordinaire, ce qu'il y a d'extraordinaire en France, c'est que il y a dû, à tous les moments, à toutes les époques de son histoire, il s'est trouvé des dirigeants, des responsables pour estimer que la France ne pouvait pas vivre autrement qu'en étant subordonnée. C'est une de nos caractéristiques nationales les plus détestables, c'est que les dirigeants français, depuis très longtemps, hein, Charles VI, je le cite souvent, déshérite son fils sous les conseils de sa femme Isabeau de Bavière, et dit, par le traité de Troyes de 1401, et il dit, voilà, quand je serai mort, la France est trop petite, on va la fourrer au Royaume-Uni qui va devenir roi de France et d'Angleterre. C'est vrai que c'est pendant la guerre de Cent Ans, c'est ça qui va provoquer le sursaut de Jeanne d'Arc. De Gaulle disait, en France, seul le peuple est patriote, les élites, les bourgeois ne le sont pas. C'est vraiment un trait de notre caractère, cette façon d'être constamment, d'avoir une tendance, pas de notre caractère à nous, peuple français, mais aux élites françaises, régulièrement, d'avoir une tendance à jouer les paillassons. On vient d'en avoir un exemple superbe hier. Le président François Hollande a été reçu par Obama. Obama s'est comporté vis-à-vis de François Hollande comme vis-à-vis d'un domestique. J'ai vu cette dépêche ahurissante où M. Obama a dit qu'entre l'Angleterre et la France, il ne choisissait pas, c'était comme entre ces deux filles. Elles avaient chacun leur mérite. Mais enfin, excusez-moi, mais M. Obama et les États-Unis ne sont pas les pères de la France. Hein. La France était la plus grande nation du monde, la plus puissante en tout cas du monde occidental, sous Louis XIV, les États-Unis d'Amérique, et c'était encore quelques Quakers en Pennsylvanie en train de se livrer déjà au génocide des populations indiennes. Bon, non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que vous imaginez le Johnson disant de la France de Gaulle c'est une de mes filles, mais comme l'Angleterre, non. Ça veut dire qu'il traite la France comme un lapin. On a vu aussi toujours dans cet même épisode d'hier que monsieur Obama s'est permis de tancer le président de la République française parce que il y a une visite de je ne sais plus combien, 130 entreprises du MEDEF, du MEDEF, 130 entreprises françaises cornaquées par le MEDEF qui sont actuellement en visite, si j'ai bien compris, en Iran. Et donc le président des États-Unis a tempêté en disant que c'était scandaleux, qu'il les mettait en garde, et si ça... Enfin, où allons-nous? Monsieur Hollande aurait dû dire, mais écoutez, mêlez-vous de vos fesses. Bon, d'autant plus que l'on sait très bien que des entreprises américaines et même des entreprises israéliennes
continue à négocier avec les entreprises iraniennes. Tout ça comment dirais-je, est un théâtre d'ombre et un tissu d'hypocrisie. J'ai été dans des cabinets ministériels, notamment au commerce extérieur. Je peux vous assurer, là je n'ai pas les détails, mais je suis sûr à 99,99% que la visite de ces 130 grandes entreprises françaises en Iran ne s'est pas faite par le MEDEF sans obtenir auparavant le feu vert des autorités françaises. Évidemment. Évidemment, ils sont certainement allés voir au minimum le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, et probablement l'hôtel de Matignon, le Premier ministre, sinon pas la présidence de la République. Voilà. Alors qu'est-ce qu'a dit M. Hollande quand M. Obama a dit ça? Il a dit « Oh, mais c'est pas moi, vous savez, c'est le MEDEF, nous on n'y peut rien, je ne suis pas le patron du MEDEF. » Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a vu aussi la même façon, puisque c'est les deux filles de M. Obama, vous avez vu cette affaire aussi étonnante, les Britanniques, sous une très forte pression populaire, M. Cameron, le Premier ministre britannique, avait l'année dernière promis d'organiser un référendum sur la sortie de l'Union européenne par les Britanniques. Bon, on a vu aussitôt un membre du gouvernement américain dont le nom m'échappe actuellement, mais pas la fonction, puisqu'il est secrétaire d'État aux affaires européennes au gouvernement américain, qui s'est pointé à Londres, qui est allé voir M. Cameron, et qui a tapé du poing sur la table en disant qu'il n'était pas question que les Britanniques organisent un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Ce qui, soit dit en passant, confirme et conforte totalement les analyses que je développe depuis la création de l'UPR, c'est que la construction européenne est d'abord et avant tout une construction voulue par les États-Unis d'Amérique. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent surtout pas que le Royaume-Uni en sorte. En revanche, notez bien qu'il va y avoir le 18 septembre prochain un référendum au Royaume-Uni, plus exactement en Écosse, pour ou contre l'indépendance de l'Écosse. Et les États-Unis, là, ont trouvé ça très bien. Ils ne se sont pas opposés à ça. Donc là aussi, Cameron, il a fait quoi? Il a obéi. Alors maintenant, il a dit oui, on va le faire, mais maintenant c'est reporté à 2017. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous, si nous parvenons au pouvoir, nous créerons au gouvernement français un secrétaire d'État aux affaires nord-américaines. On fera pareil. Ça sera maintenant œil pour œil, dent pour dent. Nous ne sommes pas du tout des gens conflictuels, mais enfin, c'est un principe fondamental de la vie entre les peuples et les nations, inscrit dans le droit international public, inscrit dans la Charte des Nations Unies. C'est la non-ingérence dans les affaires intérieures. C'est comme dans la non-ingérence dans les affaires privées. Est-ce que vous imaginez que vous alliez voir vos voisins de palier, ou là où vous habitez, ou vos voisins du dessus, et que vous alliez constamment aller leur indiquer ce qu'il faut qu'ils fassent? Mais enfin, ils seraient fondés à vous mettre à la porte. Voilà. Donc, alors il y a des gens qui disent vous êtes anti-américain. On n'est pas anti-américain. Il y a d'ailleurs aux États-Unis beaucoup d'Américains eux-mêmes, et d'intellectuels et de dirigeants. On pourrait citer Ron Paul, on pourrait citer Noam Chomsky, on pourrait citer Jimmy Carter, le président des États-Unis lui-même, qui a dit à l'été dernier, qui a dit la démocratie américaine ne fonctionne plus. Il y a quand même des millions d'Américains, moi j'ai des amis aux États-Unis, il y a des Américains qui sont très sévères sur le comportement de leur propre gouvernement. Donc nous ne sommes pas anti-américains. C'est pas plus que De Gaulle n'était anti-allemand en 40, si j'ose dire. C'est-à-dire que De Gaulle était quelqu'un qui parlait l'allemand, qui appréciait la culture allemande, qui estimait que les Allemands étaient un très grand peuple. Ça n'empêchait pas qu'il se battait contre un régime politique, une armée d'occupation qui occupait notre pays. Alors, ce que vous venez de dire me rappelle deux choses. La première sur l'Iran. Ça me rappelle l'affaire Peugeot-PSA au sujet de l'Iran, où pour rentrer au capital de PSA, General Motors avait demandé à ce que Peugeot-PSA se retire d'Iran, alors que c'était un de leurs meilleurs marchés et quelque chose qui leur apportait, un marché qui leur apportait beaucoup d'argent. Voilà, sous la pression américaine, encore une fois, Peugeot a dû se retirer d'Iran et c'est entre autres pour ça qu'on a connu les problèmes de l'usine d'Aulnay, etc. Et sur la question du référendum sur l'euro, ça me rappelle, je crois que c'était fin 2011, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était fin 2011, quand le président grec de l'époque avait annoncé un référendum possible sur la sortie de l'euro, et que tout de suite la Troïka leur était tombée dessus en se réveillant en disant « c'est pas possible, on ne peut pas faire de référendum, pas aujourd'hui, on n'a pas le temps de s'occuper du peuple ». C'est très révélateur de la manière dont pensent nos élites, c'est que finalement, le peuple c'est secondaire, par contre la volonté américaine, ça, on doit s'y plier le plus vite possible. Absolument, c'est
syndrome du larbin. Sur l'affaire iranienne, vous savez, je parcours beaucoup la France, je fais des conférences, et soit dit en passant, il se passe en ce moment quelque chose en France. En ce moment, il se passe quelque chose, parce que j'ai créé ce mouvement voici bientôt 7 ans. Je peux vous assurer que dans les premières années, quand je faisais mes conférences, j'avais des publics qui étaient assez modestes. Bon, il m'est arrivé de parler une fois à Menton. Il y avait, à part les deux organisateurs qui avaient organisé la conférence, il y avait 2 personnes dans le public. Bon. En général, j'avais 10, 15 personnes. Voilà. Depuis quelques temps, disons depuis 2, 3 ans, le public a commencé à s'étoffer. D'ailleurs, ça se constate aussi dans la courbe des adhérents à l'UPR. Et puis, disons, depuis maintenant quelques mois, et ça s'accélère en ce moment, il y a de plus en plus de monde dans ces conférences. Et les vidéos sont très vues sur Internet Les aussi. vidéos, effectivement, sont très vues. Vous êtes gentil de le rappeler. J'ai fait une tournée, là, je me prends pas pour Madonna, mais j'ai fait une tournée dans l'est de la France, à, à Colmar. À Colmar, il y avait 103 personnes, ce qui est beaucoup. La salle était pleine. Ensuite, à Belfort, c'est la première fois que j'allais à Belfort, comme à Colmar d'ailleurs. À Belfort, on a eu 83 personnes. Puis c'est des conférences longues, vous savez, ça c'est un des défauts que l'on me reproche. On me dit c'est trop long, mais je répondrai à cette question tout à l'heure. Et à Saint-Dié dans les Vosges, où il y a, c'est quand même pas une immense ville, et il y avait 117 personnes. Et je vous parle de ça parce que j'ai fait une conférence à Saint-Dié pour leur expliquer ce qui arrive à la France et en particulier aux Vosges. Et pour préparer cette conférence, j'avais fait des recherches et j'ai trouvé, par exemple, je vais vous parler d'une petite société que vous ne connaissez probablement pas, qui s'appelle la scierie Verbois, qui est dans les Vosges, et qui se situe à Saulxures sur Moselotte. Eh bien, c'est une scierie qui fabriquait des emballages. Bon. Et vous savez pour qui elle fabriquait ces emballages avec du bois des forêts vosgiennes? Plus de la moitié de son truc, c'était pour PSA destiné à l'Iran. Eh bien, cette affaire a fait faillite. Il y a 37 salariés, les 37 salariés ont été mis au chômage, la scierie s'est terminée. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que je voudrais rendre, pas hommage, mais c'est pas hommage que je voudrais, mais attirer l'attention des gens, et notamment des responsables politiques, sur le crime qu'ils commettent quand ils cèdent à des injonctions comme celle qui est venue des États-Unis. C'est qu'il n'y a pas que PSA qui est concerné. C'est que derrière, il y a les salariés de PSA. Et puis il y a les salariés de tous les sous-traitants. Et les salariés, c'est pas seulement les salariés, c'est-à-dire il y a la femme, il y a les enfants. Vous avez 37 salariés, 37 personnes qui étaient à Saussure-sur-Moselotte, ils n'avaient rien demandé à personne, ils fabriquaient leurs emballages dans la scierie de Gerbois. Eh bien voici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 100 personnes, 120 personnes, si vous mettez la femme, les enfants, etc., et qui d'un seul coup sont plongés dans le malheur, dans le désarroi, dans la peur du lendemain, etc. Tout ça parce que M. Obama, et puis les forces qui sont derrière, bien entendu, ont décidé qu'il ne fallait pas négocier avec l'Iran. Bon. Moyennant quoi, que font en ce moment les États-Unis? Ils négocient avec l'Iran. Et quand un jour ils vont dire, ben voilà, allez, d'un seul coup ça sera bon, mais à ce moment-là, les Iraniens, eh bien, selon le théorème qu'il vaut mieux discuter et traiter avec un maître qu'avec ses domestiques, les Américains se réserveront la part du lion. C'est comme ça que ça se passe. C'est toujours comme ça que ça se passe. Moi, j'ai été aux affaires au moment sur les questions de commerce extérieur. Il se trouve qu'il y avait eu je vais vous parler de la Birmanie. Bon. En Birmanie, il y avait eu une entreprise qui s'appelait Total, enfin, que vous connaissez, qui avait obtenu des champs d'exploitation dans le golfe de Martaban pour l'exploitation de gaz et de pétrole, surtout de gaz, dans le golfe de Martaban. Il y a eu une campagne constante des États-Unis, évidemment avec derrière les grandes majors pétrolières américaines, pour dire qu'il fallait surtout pas traiter avec le régime birman, pour mettre la France sur le banc des accusés, pour présenter le régime birman comme l'abomination de la désolation, cette pauvre Aung San Suu Kyi qui était ci, qui était ça. Je ne suis pas là pour défendre le régime des généraux birmans, le général Ne Win qui avait à l'époque, effectivement, qui était certainement un régime dictatorial. Et c'est vrai que Mme Aung San Suu Kyi
Elle était tenue en résidence surveillée, c'était pas correct, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la France s'est interdit toute négociation avec la Birmanie, a cessé toute relation avec la Birmanie, jusqu'au jour où il y a une petite révolution de palais à Rangoon. Le nouveau général a été certainement financé par les Américains. Madame Aung San Suu Kyi a été sortie de sa résidence surveillée. Elle a pu aller se balader aux États-Unis. D'un seul coup, les États-Unis ont dit maintenant, finalement, c'est très bien la Birmanie. Et donc, ils sont allés là-bas. Et alors maintenant, qu'a fait la France? Tous les autres pays d'Europe occidentale, à la suite des Américains, sont allés voir la Birmanie. Sauf que la Birmanie, maintenant, elle sait qui est le maître. Et donc, elle traite avec les États-Unis. Moyennant quoi, le régime, substantiellement, n'a pas vraiment changé. C'est toujours la chasse aux Rohingyas, c'est-à-dire les minorités musulmanes de l'Ouest birman qui sont... Il y a des pogroms, plus personne n'en parle. Ce sont les États-Unis qui sont un peu l'arbitre des élégances politiques et qui disent, voilà, il faut traiter avec ci, il faut traiter avec ça, vous ne devez pas traiter avec ci, vous ne devez pas traiter avec ça. Sous un jour de tartuffe effrayant, puisqu'ils se présentent comme si c'était pour des questions morales, alors que ce n'est pas du tout des questions morales, c'est des questions de géopolitique et de gros sous. Je reviens à la décision de De Gaulle en janvier 64 de reconnaître diplomatiquement la République populaire de Chine avait mis les États-Unis dans un état comateux. Parce que c'était la même chose à l'époque. À l'époque, les États-Unis imposaient aux pays occidentaux de n'avoir aucune relation diplomatique avec la Chine de Mao. Il fallait reconnaître la Chine de Formose, la Chine de Chiang Kai-shek, de Taïwan comme on dit maintenant. Et il fallait avoir, on avait le droit, comme les États-Unis avaient déclaré ça, on avait le droit d'avoir des ambassades à Moscou, mais pas plus. Il ne fallait pas qu'on ait de relations. Et De Gaulle a décidé au tournant de l'année 64 d'envoyer balader tout ça. Il a reconnu la République populaire de Chine. Il a commencé des négociations. C'est lui le créateur de la détente Est-Ouest. Il est allé à Moscou en 1966. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Dans un cas comme dans l'autre, il a positionné notre pays de façon merveilleuse d'un point de vue à la fois diplomatique et économique. On a commencé à avoir des débouchés en Russie, mais en Chine, il avait mis comment dirais-je, des jalons pour l'avenir et qui montraient à tous les peuples du monde que la France était un pays souverain et indépendant qui ne se laissait pas dicter sa loi. Le résultat, c'est qu'on a eu une cote d'amour dans ces pays. Et en Chine, bon, la Chine était très désargentée à l'époque, mais dans le courant des années 70, 80 et 90, la France avait une part du commerce extérieur chinois qui était très supérieure à la part de son commerce extérieur d'habitude. Sauf que maintenant, eh bien, nous sommes en train de rétrograder à toute allure. Quel est l'intérêt de traiter politiquement avec la France, dans la mesure où la France est devenue le supplétif des États-Unis? Autant traiter avec les États-Unis. Alors justement, j'aimerais revenir sur la question du débat sur l'euro, parce que précisément, le grand absent de ce débat, c'est justement ce dont vous venez de parler, c'est le rôle des États-Unis et l'intérêt qu'ils tirent de l'euro. Alors on va peut-être faire une pause musicale juste avant, et après on rentrera vraiment en profondeur dans le sujet. Juste avant la pause musicale, je voulais aborder tout de même un sujet qui est peut-être un peu anecdotique, mais dans la reprise de ce débat sur l'euro, il y a un ministre, Pierre Moscovici, qui a tenu des propos par rapport à un économiste, Jacques Sapir, que l'on connaît bien ici, puisqu'on a reçu Philippe Murer, puisqu'on en a parlé, on a parlé de cette étude sur la sortie de l'euro, qui était rendue à la Fondation Respublica. Et le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, a déclaré que Jacques Sapir était, je cite, vraiment d'extrême droite. Qu'est-ce que vous répondez à ces propos qui sont évidemment insultants pour Jacques Sapir, qui n'est pas d'extrême droite, à ma connaissance en tout cas? Alors, nous avons l'UPR a publié un communiqué de presse pour dénoncer cette calomnie. C'est une calomnie. Moi, je connais Jacques Sapir, qui est quelqu'un que j'estime. J'ai déjeuné avec lui, c'est quelqu'un que j'estime. Avec Philippe Murer, comme vous l'avez dit, ils ont fait une étude qui a été publiée par Respublica, qui est une étude sérieuse, qui est fondée sur 9 scénarios d'évolution en cas de sortie de la France de l'euro. Donc il y a 3 scénarios de sortie et il y a 3 scénarios de politique d'accompagnement. Ça fait 9 scénarios, de 3 fois 3 égale 9, qui montrent, selon cette étude, j'en profite pour le rappeler à vos auditeurs, que, en gros,
les avantages retirés pour la France de la sortie de l'euro seraient colossaux par rapport aux inconvénients. En un mot, on assisterait à une chute du chômage de 1 à 2 millions de chômeurs en moins. On a 3,2 millions de chômeurs dans la catégorie A. On tomberait dans le pire des scénarios à 2,2 et dans le meilleur à 1,2. C'est-à-dire qu'on gagnerait, il y aurait 1 à 2 millions de Français, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui retrouveraient la voie de l'emploi, c'est-à-dire 2 tiers des gens qui retrouveraient l'emploi. C'est phénoménal. Par ailleurs, toujours selon ces scénarios, on assisterait, dans la mesure où il y aurait une forte dépréciation du franc, on assisterait à une relocalisation des industries en France, à un boom fantastique des exportations, et également une diminution de l'ordre de 10 points de notre déficit du PIB. Ce sont des éléments tout à fait considérables. Et la réponse, effectivement, de M. Moscovici est une réponse absolument scandaleuse. D'abord parce que Jacques Sapir n'est pas du tout d'extrême droite, et deuxièmement parce que c'est une façon qui est bien dans la manière actuelle des responsables européistes, c'est de fuir le débat et d'imposer, vous savez, c'est une espèce de fulmine, une excommunication, et donc on dit vous êtes d'extrême droite. Voilà. Et donc ça clôture le débat. Je suis désolé, mais celui qui est d'extrême droite là-dedans, c'est M. Moscovici. Parce que ça, c'est un procédé d'extrême droite, c'est un procédé qui consiste à discréditer quelqu'un d'emblée, sans que la même personne n'était même pas là pour se défendre, et en n'entrant pas dans son sujet. Alors j'ajoute, quitte à faire grincer quelques dents, j'ajoute que tout ceci était bien entendu une scène chantée, un accord avec Madame Le Pen, puisque qui était le contradicteur de M. Moscovici, c'était Madame Le Pen. Le Pen. Bon. Et c'est une politique constante des médias français, mais pas seulement en France, on trouve la même chose en Grèce, on trouve la même chose aux Pays-Bas, etc., c'est que en France, si vous êtes critique contre l'Union européenne ou contre l'euro, aussitôt on vous dit alors c'est que vous êtes Front National. Alors j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. J'invite les auditeurs, je paye une bouteille de champagne aux auditeurs qui me trouveront dans la profession de foi de Madame Le Pen en 2012 pour l'élection présidentielle, ou bien dans la profession de foi du Front National en 2009, ou bien dans les professions de foi de tous les candidats du FN depuis. Je leur paye une caisse de champagne à vos auditeurs s'ils trouvent une seule profession de foi où il est question de sortir de l'euro et de l'Union européenne. Profession de foi, hein. Le document officiel transmis à la Bibliothèque nationale et qui fait foi, transmis d'ailleurs à tous les électeurs par les services de l'État. Voilà. Donc ça c'est un point qui n'est pas de détail, c'est un point très très important, c'est que contrairement à ce que disent les médias, c'est encore ce que sort le journal Le Monde d'ailleurs hier ou aujourd'hui, qui veut faire croire absolument que le Front National serait le champion de la sortie de l'Union européenne et de l'euro alors qu'il n'en parle. Du moins il change constamment de discours et il utilise le subterfuge des lieutenants, c'est-à-dire que vous avez Pierre qui dit oui, Paul qui dit non, Jacques qui dit peut-être, etc. Donc finalement, vous dites tout et son contraire. Bon, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que avec ce système, il faut bien comprendre que c'est volontaire, hein. Ça a été créé, ça a été réfléchi par les sociétés de désinformation, les progrès maléfiques de la connaissance des sciences humaines qui ont eu lieu au cours du XXe siècle, avec des gens comme Edward Bernays, vous savez, qui était aux États-Unis, qui était le neveu de Freud, qui a écrit un livre en 1923 qui s'appelle Propaganda et toute la suite, qui d'ailleurs servait de livre de chevet, paraît-il, à Goebbels, le propagandiste en chef d'Hitler. Eh bien, toutes les réflexions dans la manipulation de l'opinion publique ont abouti à des espèces de recettes. Et il y a une recette qui s'appelle la reverse psychology, la psychologie, comment dirais-je, en revers. Ça veut dire que pour pourrir un débat, pour ne pas traiter d'un débat, eh bien, vous le faites porter systématiquement par un mouvement politique qui est là pour le pourrir. Alors en France, le Front National ne dit pas que des bêtises, il dit parfois des choses justes, surtout lorsque M. Philippot vient, comme c'était le cas au Forum démocratique il y a 2 ans, où il y avait d'ailleurs Philippe Muret. M. Philippot était venu dans la salle, il s'était caché derrière un pilier, et dès que je parlais, il prenait des notes. Il y avait des gens chez nous qui étaient allés le voir, il a dit qu'est-ce que vous faites là, M. Philippot? Il dit je prends des notes. Bon. Tout le monde sait très bien en ce moment, il suffit d'écouter Philippot, bon, il pompe 80% de ce que je dis. Bon, pourquoi pas? Sauf que le problème, c'est qu'il se l'attribue et qu'il attribue ça à un parti politique comme le Front National, qui par ailleurs
tient des propos scandaleux, ou par ailleurs fait des alliances scandaleuses, j'espère qu'on va en parler, avec, notamment pour les prochaines européennes, avec les pires mouvements d'extrême droite en Europe, comme la Ligue du Nord en Italie, le Flamsbelang, ou bien le FPE en Autriche. Voilà. Donc, il y a une espèce d'accord tacite, si vous voulez, entre M. Moscovici et Mme Le Pen, pour faire en sorte que le grand public pense que vouloir sortir de l'euro, ce serait une idée d'extrême droite. Ce n'est pas une idée d'extrême droite, c'est une idée qui n'a aucun rapport avec la politique, c'est une idée qui est tout à fait technique. Et d'ailleurs, je rappelle que dans le magazine, dans l'hebdomadaire Expansión, qui est un magazine tiré de l'expansion en France, c'est un hebdomadaire économique espagnol, il y a quelques mois, il y a eu un appel de 5 prix Nobel d'économie, rien moins. C'était de mémoire Paul Krugman, prix Nobel d'économie américain, Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie américain, Christopher Pissarides, prix Nobel d'économie chypriote, Sir James Mirrlees, prix Nobel d'économie britannique, et Thomas Sargent, prix Nobel d'économie américain, qui tous les 5 ont conseillé au gouvernement espagnol de faire sortir l'Espagne au plus vite de l'euro, tellement c'était une catastrophe. Voilà. Eh ben ça, ils sont d'extrême droite, ces gens-là. C'est scandaleux, c'est d'autant plus scandaleux que, j'ai commencé à le dire, et je vais d'ailleurs prochainement faire une conférence qui montrera que les véritables origines de la construction européenne, de la communauté européenne en attendant, sont en fait d'origine nazie. Hein. J'en ai parlé l'autre fois sur BFM Business, il y a Quatremer qui m'a volé dans les plumes, j'étais à Bruxelles et c'est scandaleux que je dis que ça. Bon, sauf que Quatremer, il a sorti sur son blog quelques jours après, vous allez sur le blog de Jean Quatremer de Libération, il a sorti sur son blog que M. Van Rompuy, qui est quand même le président actuellement de l'Union européenne en exercice, il a un blog sur lequel il a mis un poème d'un poète flamand collaborationniste, fusillé, un type antisémite, style Robert Brasillac. Voilà, donc il l'a cité, et puis je peux vous dire que pendant les plages de publicité, quand j'étais chez BFM Business, M. Quatremer, il disait plus du tout après, pendant la page de pub, ce qu'il avait dit au micro. Au contraire, il voulait que je lui ai montré 2-3 informations que j'avais, il voulait les avoir parce qu'il ne les avait pas. Bon, voilà, donc ça, on va mettre les pieds dans le plat, et on va dire, puisque M. Moscovici, puisque M. Colombani également, hein, dans le journal Le Monde, s'amuse à ce petit jeu, ben nous on va mettre tout sur table, et on va expliquer quels sont les vrais concepteurs de l'Union européenne et de la construction et de la communauté européenne, tous cannes et toutes preuves à l'appui, comme je le fais toujours. Bien, excellent, ça nous promet une longue discussion très intéressante aujourd'hui. On va continuer après la pause musicale sur le sujet de votre parti, l'UPR, de sa place lors des prochaines élections, du programme qu'il défend. On va parler aussi du Front National et de leur tendance à être un petit peu, trouble ou flou sur leur volonté de sortir de l'Union européenne ou de l'euro. Donc on en parlera précisément. Et aussi un sujet sur lequel je voulais revenir, même si on l'a déjà abordé, c'est l'influence des États-Unis dans la construction européenne et aujourd'hui l'intérêt que tirent les États-Unis de la politique européenne. Voilà, je pense qu'avec ces 3 sujets, on a de quoi faire. Et après, on ouvrira le standard aux auditeurs qui ont, je n'en doute pas, de très nombreuses questions à vous poser. François Asselineau, président de l'UPR, est aujourd'hui notre invité dans la revue de presse économique. A tout de suite. Tomorrow's
weeds of anger, quiet murder in the snow. Oh, I would love to read in your soul, but there is something in my way. Would you let us please outside your door? We come back every day. We're the waste and the only conceal. We are one and the same. In silence we are bound and tangled by the waves, and in silence we raise. Rue de Prague, The Wasted sur Radio Ici et Maintenant pour cette pause musicale. Nous sommes aujourd'hui dans la revue de presse économique avec François Asselineau. François Asselineau est président de l'UPR, Union Populaire Républicaine, c'est ça ? Attendez, je monte votre micro. Voilà, Union Populaire Républicaine. Donc, le président de ce parti est avec nous, François Asselineau. Aujourd'hui, nous parlons depuis 14 heures de différents sujets, notamment de l'Union européenne, de l'euro, de l'économie européenne. Et j'aimerais aborder à présent la question de votre parti, François Asselineau, l'Union Populaire Républicaine. En quoi ce parti est différent des grands partis que l'on connaît, Front de Gauche, FN, UMP, PS ? Merci de poser cette question qui, je crois, effectivement est assez importante parce que il y a des gens qui disent ah oui, vous êtes contre l'Europe, mais finalement à quoi vous servez? Vous devriez surtout vous rapprocher de tel ou tel, et ils pensent comme vous, etc. Bon, alors d'abord, je l'ai tout dit tout à l'heure, je le répète, ce parti a été créé, je l'ai créé le 25 mars 2007. Pourquoi je l'avais créé? Je l'ai créé parce que depuis que je suis petit. J'aime bien que lorsqu'on me fait une promesse, elle soit tenue. Et j'ai horreur qu'on me prenne pour un imbécile. J'ai l'impression d'ailleurs de ne pas être le seul. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez général. Or, j'ai eu le sentiment, tout au long lorsque j'ai fait du cabinet ministériel et ensuite lorsque j'étais allé, comme je le disais tout à l'heure, au RPF de M. Pasqua et de M. de Villiers, j'ai eu le sentiment qu'en fait on abusait de ma crédulité, qu'on abusait de la confiance que je faisais. Voilà. En fait, c'était des responsables politiques qui, en fait, n'allaient jamais jusqu'au bout. Je l'ai dit tout à l'heure aussi pour M. Séguin et pour M. Chevènement, qui n'allaient jamais jusqu'au bout de leur logique. Alors, je me suis rendu compte, dans les années 90, qu'en définitive, tout le monde critiquait la construction européenne. Même aujourd'hui, tout le monde. Même au Parti socialiste, vous avez vu M. Montebourg qui fait de nouveaux moulinets en disant qu'il faut faire baisser le taux de change de l'euro de 10%. Il n'en a évidemment pas l'ombre du début du millième du pouvoir. C'est uniquement de la com. Ou à l'UMP, les gens tapent sur l'Europe. Tout le monde. Bon. Mais j'ai découvert que personne ne proposait d'en sortir. Et que c'était même un tabou.
Et puis du coup, je me suis dit, mais c'est quoi au fait cette histoire de construction urbaine? Et puis j'ai commencé à faire de la recherche historique, puis j'ai découvert que en fait, le conte de fées que l'on m'avait expliqué depuis que j'étais petit, c'est-à-dire que ça avait été une idée extraordinaire d'un type absolument génial, une espèce de saint laïque qui s'appelant Robert Schuman, tout ça devait être singulièrement revu et corrigé, c'était pas ça du tout. Alors j'ai créé l'UPR sur quelques axes sur lesquels je crois important d'insister. Le premier axe, excusez-moi de le dire, mais beaucoup de nos sympathisants, de nos adhérents le reconnaissent eux-mêmes, c'est que d'abord, nous essayons de procéder à une espèce de redressement intellectuel, psychologique et moral de la population française. C'est-à-dire que nous sommes un peu l'anti-guignol de l'info. Nous essayons de réhabiliter la politique avec un grand P. On a fait croire aux Français, comme d'ailleurs à pas mal de peuples d'Occident, notamment avec des émissions comme ça, style les Guignols de l'info, qui font rigoler, c'est rigolo. Mais c'est un peu comme la goutte d'eau, vous savez, qui finit par traverser le granit. À force de voir ce genre d'émission, à force de voir ça constamment, les gens ont fini par penser que faire de la politique, c'était un truc de gens corrompus, d'imbéciles, de salauds, etc. Et donc c'est l'idée même de la politique qui a été discréditée comme si c'était une espèce de... On voit des gens qui vous disent « Oh, vous savez, moi je ne fais pas de politique. » Mais la politique, comme on le dit souvent, si vous ne faites pas de politique, la politique, elle en fait pour vous, elle s'intéresse à vous. Hein. Si vous ne vous intéressez pas à la politique s'intéresse à vous. Donc la première chose, c'est réhabiliter la politique. Et pour ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire preuve d'honnêteté. Ça veut faire preuve de sincérité. Ça fait faire preuve du refus de toute duplicité. Et alors je fais une conférence depuis quelques mois maintenant qui s'appelle Les partis politiques respectent-ils l'intelligence des Français, et où je montre quelles sont toutes les ficelles utilisées par tous les partis. C'est chapitre par chapitre. Hein. L'UMP, le PS, le MoDem, le Front National, DLR, le Front de gauche, ELV. Comment ils font? Toutes ces ficelles de manipulation de l'opinion, la technique des lieutenants, la technique du paratonnerre, la technique comment dirais-je, du faux scandale, la technique la technique de ça. Tout ça est fait pour manipuler l'opinion. Tout ça est fait pour... voilà. Nous, ce que l'on veut, c'est rétablir l'honnêteté en politique, la sincérité. Le deuxième axe de notre mouvement, c'est de chercher la vérité. Nous n'avons pas peur. On applique, c'est dans les évangiles, hein, n'ayez pas peur, c'était Jean-Paul II qui avait dit ça aussi, n'ayez pas peur. La peur, c'est si les gens ont peur, les gens ne sont plus des êtres libres. Donc nous ne devons pas avoir peur. On doit aller au fond des choses, comme le conseiller de Gaulle. Face à un problème, il faut aller au fond des choses. Alors comment faire? Ça veut dire que ça se fait sur la recherche technique et historique systématique. Je crois, sans immodestie feinte, je crois franchement que l'UPR s'impose, et s'est imposé maintenant sur la scène politique française, par la rigueur de ses analyses. Par le fait que j'ai produit, plus seulement moi, maintenant il y a de plus en plus de gens qui m'ont rallié, nous allons au fond des choses. On dit aux gens, voilà, nous sommes le seul mouvement politique, par exemple, qui explique aux Français, article par article, ce que sont les traités européens et pourquoi nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes. On ne peut pas parler des délocalisations si on ne parle pas de l'article 63, ni de l'article 32 du TFUE. On ne peut pas parler de l'OTAN et de la mainmise anglo-saxonne sur la France si on ne parle pas de l'article 42 du traité de l'Union européenne qui nous subordonne à l'OTAN. On ne peut pas parler des services publics, on ne peut pas parler de la dette publique, etc. si on ne parle pas des politiques économiques, si on ne parle pas des articles 106, 121, 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc ça, on le fait de façon approfondie. On est les seuls. Nous, on ne prend pas, moi je n'ai jamais pris, je pense que la pire des choses, le plus grand manque de respect que l'on puisse faire à quelqu'un, c'est de le prendre pour un imbécile. Voilà. Or, les partis politiques français prennent les Français pour des imbéciles. Et nous, on ne les prend pas pour des imbéciles, parce que les Français, c'est un grand peuple très politique. Et si on s'adresse à eux en leur expliquant
clairement, de façon pédagogique, comme un copain qui vous dit attends là, ne signe pas ce contrat de travail ou ce contrat de location parce que tu te fais avoir, regarde la petite footnote, la petite note en bas de page que tu n'as pas vue, c'est ça qu'on fait. À ce moment-là, les gens commencent à comprendre. C'est d'ailleurs ce qui fait le succès de notre mouvement. Nous ne prenons pas les gens pour des imbéciles, on les prend pour des adultes. Alors ça, c'est l'un des facteurs essentiels de notre action. L'autre vecteur essentiel, c'est que nous aimons la libre confrontation des idées, pour que les gens, en conscience, se fassent leur opinion. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est de débattre avec mes contradicteurs. Dès que quelqu'un me le propose, quelqu'un qui soit président d'un mouvement politique, bien entendu. Je ne vais pas accepter de discuter avec quelqu'un qui serait quelqu'un qui serait tout à fait un 257e couteau dans un mouvement politique. Je ne dis pas ça par mépris, mais je dis parce que ça serait une façon, je connais l'astuce, ça serait une façon de mépriser l'UPR et de mépriser les adhérents. Donc j'ai demandé nombreuses fois qu'il y ait un débat avec Madame Le Pen. Elle l'a toujours refusé. Je veux même bien débattre avec M. Alliot ou M. Philippot. Ils l'ont toujours refusé. J'ai demandé à M. Dupont-Aignan de débattre. Il l'a toujours refusé. M. Mélenchon de débattre. Il l'a toujours refusé. On a un de nos délégués en Mayenne qui a essayé de me faire débattre avec M. Arthuis, ancien ministre. Son secrétariat avait dit oui dans un premier temps, puis après rétro-pédalage. Tous ces gens refusent de débattre. Qu'est-ce que j'ai? Vous savez pourquoi ils ne veulent pas débattre avec moi? C'est parce qu'ils ont les jetons. Ils prennent des rodomontades comme ça, ils font des remontades, ils ont peur. Voilà. Alors si Mme Le Pen elle a peur de débattre avec François Asselineau à Paris, vous imaginez ce que ça donnerait si elle était confrontée à Obama? Elle ferait pchit, il n'y aurait plus personne. Donc ces gens-là sont des gens qui ont peur parce qu'ils ne connaissent pas le fond des dossiers et parce que je montrerai au public toutes les, comment dirais-je, tous les procédés de manipulation auxquels ils se livrent. Le troisième chose qui nous caractérise, je crois, dans notre mouvement, c'est que, et ça c'est vraiment important, me semble-t-il aussi, c'est que nous avons une vision du monde du XXIe siècle et une vision aussi, je vais employer peut-être un peu des grands mots, mais qui correspond bien à l'état d'esprit de nos adhérents, c'est une vision qui va au-delà de la politique. En fait, nous estimons que tous les partis politiques français sont myopes. Ils courent comme ça, ils font du court-termisme, il n'y a aucune élévation d'esprit. Nous, l'UPR, c'est un mouvement où on refuse la primauté absolue de l'argent, en toute chose. Alors bien sûr que l'argent c'est important, mais il y a d'autres choses dans la vie qui sont importantes. Il y a d'autres valeurs. La démocratie. La démocratie, c'est une valeur qui nous paraît fondamentale. Il y a la bonté. Il y a la gratuité. Il y a le don de soi. À l'UPR, tout le monde est bénévole. Il y a, excusez-moi de le dire, mais il y a l'amour. Il y a l'amitié, il y a le respect des plus faibles, il y a le respect de ses ancêtres, le respect des 40 générations qu'ont fait la France, il y a le respect des cultures étrangères. Nous respectons les cultures étrangères comme nous respectons la culture française. Il n'y a jamais chez nous la moindre trace de mépris ou autre vis-à-vis de cultures étrangères. Hein. Voilà, donc ça c'est un point important, c'est que on pose les problèmes à un niveau qui sont des problèmes, j'allais dire, généraux de la vie sur Terre. C'est ça faire de la politique. C'est qu'est-ce qu'on veut faire de la France? Est-ce que la France doit être une machine à construire en permanence plus d'hypermarchés, plus d'autoroutes, et à s'aligner sur le diktat des États-Unis, eux-mêmes tenus par des grands conglomérats financiers et industriels? On n'a pas une autre vision sur Terre, nous, que ça. Nous estimons que si, que la France, elle a un autre message à porter. Voilà. Nous sommes un autre Occident, on est un peuple politique, on est un peuple qui a une autre vision du monde. Alors cette vision du monde, c'est quoi? Eh bien la vision du monde, vous savez, il y a quelque chose qui est très caractéristique de la France et qui nous distingue de façon radicale des pays anglo-saxons, c'est que, je le dis de façon plaisante, à partir du baptême de Clovis en 496, le clergé a interdit que les mariages claniques.
C'est-à-dire que vous savez qu'il y avait les Gaulois qui avaient été vaincus par Jules César. Il y avait ensuite des Romains qui étaient venus s'installer en Gaule. Ça avait donné les Gallo-Romains. Puis ce peuple gallo-romain, à son tour, a été vaincu par les Francs au 5e siècle. Ça a donné les Gallo-Romains plus les Francs. Ça a donné le peuple français. Mais pourquoi ça a donné le peuple français? Parce que il y a eu notamment du fait de l'influence de l'Église, le refus des mariages claniques et donc un métissage entre les Gallo-Romains et les Francs. Ce qui a donné le peuple français. Et je le dis de façon plaisante, souvent en France, tout le monde couche avec tout le monde. On est, je le crois très profondément, l'un des peuples les moins racistes du monde. Alors que les anglo-saxons, je suis désolé de le dire, c'est un peuple qui a le communautarisme, pour ne pas dire le racisme, qui l'a de façon cérébrale, native, c'est comme ça. Hein. En France, on ne dispose pas vraiment de statistiques, mais les mariages mixtes entre les Français de souche et puis les Français ou les Françaises issues de l'immigration, on n'a pas de statistiques précises, mais je crois que c'est de l'ordre de 12 à 15% des mariages, qui est considérable. Alors qu'on a des statistiques précises, en revanche, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, parce que là, elles sont autorisées, et là, c'est de l'ordre de 0,1%. Ça n'a rien à voir. Donc la France, elle a ce génie, un génie d'universalisme, elle a un génie d'ouverture sur le monde entier. Voilà. Du coup, nous en tirons la conséquence. La conséquence, c'est que nous estimons qu'au 3e millénaire, c'est une erreur prodigieuse, c'est une erreur stratégique phénoménale, l'idée même de construire l'Europe. C'est une idée qui est une idée ancienne. L'idée des États-Unis d'Europe a été lancée par Victor Hugo en 1849. Et si vous reprenez le discours de Victor Hugo de 1849, vous tomberez des nues. C'est un discours qui est incroyable, qui est un discours qui est pétri d'idées racistes, typiques d'ailleurs de l'époque, même si Victor Hugo a changé ultérieurement. Je l'ai d'ailleurs là souligné, c'était le 21 août 1849, discours d'ouverture du Congrès de la paix à Paris prononcé par Victor Hugo. Il dit « Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leur génie, défrichant le globe, colonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du Créateur. » Donc c'est une préfiguration, si j'ose dire, du grand marché transatlantique. Mais qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit « L'Amérique de son côté est dans l'Europe. Savez-vous ce qui serait arrivé? La face du monde serait changée. Les isthmes seraient coupés, les fleuves creusés, les montagnes percées, les chemins de fer couvriraient les deux continents. On bâtirait des villes là où il n'y a encore que des solitudes. On creuserait des ports là où il n'y a encore que des écueils. Et alors écoutez bien, l'Asie serait rendue à la civilisation, l'Afrique serait rendue à l'homme. Au lieu de faire des révolutions, on ferait des colonies. Au lieu d'abord porter la barbarie à la civilisation, on apporterait la civilisation à la barbarie. C'est-à-dire que ce discours de Victor Hugo sur les États-Unis d'Europe, en général, on apprend ça aux enfants des écoles. Victor Hugo, en 1849, il a parlé des États-Unis d'Europe, on cite toujours une toute petite... Mais si vous revenez au texte, vous vous apercevez que c'est la doctrine de George W. Bush. C'est en fait une espèce de volonté de mainmise sur l'ensemble de l'univers, et puis rendre l'Asie à la civilisation et rendre l'Afrique à l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Asiatiques sont des barbares, et ça veut dire que les Africains sont quoi? Sont des singes? C'est ça que ça veut dire? Nous avons donc une vision complètement ethnocentrée et raciste qui se cache derrière. Donc nous, c'est ça qu'on dit. Ça rappelle d'ailleurs, juste sur le discours de Victor Hugo, aussi ce que disait Jules Ferry. La fameuse phrase de Jules Ferry sur les peuples supérieurs doivent civiliser les peuples inférieurs. Ben, c'est exactement ça. En tout cas, Jules Ferry, à qui François Hollande a rendu hommage en arrivant au pouvoir le 15 mai 2012. Voilà, alors... il ne faut pas faire d'anachronisme excessif, parce que c'est vrai que Jules Ferry ou que Victor Hugo, que je cite, vivait dans un autre univers mental. C'était dans l'air du temps. C'était dans l'air du temps. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la construction européenne, c'est là directement l'héritière de ça. Et dans la conférence que je présenterai bientôt, où je montrerai, c'est exactement la pensée qui animait l'Europe nouvelle de M. Adolf Hitler et de Walter Hallstein, le premier président de la Commission européenne. Et c'est encore le cas. Parce que si vous en revenez comment dirais-je, à la quintessence, qu'est-ce que c'est que la construction européenne, si ce n'est que la volonté de séparer les pays torchons et les pays serviettes?
Il y a d'un côté les pays bien, les pays chics, qui doivent faire partie de la construction européenne et maintenant du grand marché transatlantique, qui sont les pays du monde blanc. Hein, c'est le grand marché dit transatlantique qui est la préfiguration de ce que Samuel Huntington, dans Le choc des civilisations, appelle le monde judéo-chrétien. Et dans la pensée des think tanks américains, reprenant la pensée des théoriciens du nazisme des années 30, en fait, il s'agit d'un choc des civilisations. Et ce bloc a vocation à s'opposer, d'une part au monde orthodoxe, et actuellement, la situation en Ukraine montre que l'Ukraine est tirée à U et à dia entre, d'une part, l'influence russe, qui depuis très longtemps, depuis, ça remonte l'Ukraine est dans l'orbite russe depuis le XIIIe siècle, et donc qui fait partie du glacis géopolitique russe depuis maintenant des siècles, et la volonté des États-Unis, d'ailleurs tout à fait clairement précisée. Les Américains, vous savez, ils sont assez francs-jeux, ils expliquent ce qu'ils vont faire. C'est un peu comme Adolf Hitler d'ailleurs dans Mein Kampf, ils expliquaient ce qu'ils allaient faire. Les Américains, il suffit d'aller lire le grand échiquier de Zbigniew Brzezinski, où il explique que la volonté des États-Unis, c'est de repousser autant que possible l'influence russe dans l'interland eurasiatique. Donc actuellement, la volonté prêtée aux Ukrainiens d'entrer dans l'Union européenne, c'est pas d'entrer dans l'Union européenne dont il s'agit. Il s'agit que l'Union européenne est un glacis géopolitique américain et que les Américains veulent de force faire entrer l'Ukraine pour arracher ce morceau au glacis russe. Donc ça, c'est le premier choc. Deuxième choc, c'est vis-à-vis du monde arabo-musulman, qui nous est systématiquement présenté comme l'empêcheur de tourner en rond, le pourvoyeur du terrorisme international, etc. Alors je ne suis pas, comment dirais-je, naïf. Oui, c'est vrai, bien sûr qu'il y a un risque partout. Bien sûr, il y a un risque partout. Il y a des risques partout. C'est vrai que une certaine variante exacerbée de l'islam, les takfiristes et autres, peuvent être des fous furieux. Ça, c'est vrai. Mais soit dit en passant, qui finance ces mouvements extrémistes islamistes, hein? Quel est le rôle joué derrière par l'Arabie Saoudite, le Qatar? Quels sont les liens exacts? Enfin, qui a financé les talibans en Afghanistan pendant très longtemps? Hein, tout le monde sait que c'est quand même la CIA américaine. Donc tout ceci, on est on est dans la grande géopolitique mondiale. Il y a une volonté des élites euro-atlantistes de diviser le monde selon quelques grands blocs, fondés d'ailleurs sur des critères religieux, d'ailleurs une religion à la version Hollywood, hein, comme je le dis souvent, parce que ils mettent dans le même sac l'islam, mais l'islam, vous avez des quantités d'islam différents, et puis vous avez des socles anthropologiques, ethnologiques, linguistiques, historiques, totalement différents. Entre le Sénégal, l'Algérie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Iran, le Pakistan, l'Indonésie, la Malaisie, le Bangladesh, la Malaisie, l'Indonésie et même la Papouasie-Nouvelle-Guinée, tout ça n'a aucun rapport. L'idée même, par exemple, de construire l'Europe, on nous dit il y a eu une solidarité naturelle. Bon, il y a quelques mois, c'était en septembre dernier, au moment de la rentrée aux Nations Unies. Là, vous savez, l'Assemblée générale se réunit à la rentrée tous les automnes à New York. Eh bien, on a appris, il n'y a que nous qui l'avons signalé, bien entendu, on a appris, en lisant les dépêches de presse, que le ministre des Affaires étrangères espagnol a passé un accord stratégique avec le ministre des Affaires étrangères argentin pour faire une alliance, pour obtenir notamment des Nations Unies, pour faire un front commun contre qui? Contre le Royaume-Uni. Et pourquoi? Parce que l'Espagne, comme l'Argentine, ont une revendication territoriale avec le Royaume-Uni. Ils estiment que le Royaume-Uni possède 2 territoires coloniaux. Pour l'Espagne, c'est Gibraltar, le rocher de Gibraltar, qui a été dévolu au Royaume-Uni avec le traité d'Utrecht de 1713, et qui clôturait la guerre de succession d'Espagne, comme vous le savez. Et puis pour l'Argentine, il s'agit des îles Falkland ou des Malouines que les Britanniques, dont les Britanniques se sont emparés de mémoire, je crois que c'est vers 1825 ou 1828. Bon, pourquoi je vous dis ça? Parce que sur ce cas, on voit quoi? On voit que l'Espagne et l'Argentine sont très proches. Ils ont la même histoire, l'Argentine a été colonisée par l'Espagne, la même langue, globalement la même religion dominante, les mêmes griefs géopolitiques vis-à-vis des Britanniques. Alors à quoi correspond la solidarité européenne dans ce cas-là? Ça ne correspond à rien.
Voilà, nous disons de façon plus générale que la construction européenne est une idée pernicieuse depuis le début. Que c'est une idée qui ne peut pas marcher, je l'explique dans mes conférences, et c'est une idée qui a été promue, et qui continue d'être promue d'ailleurs par les États-Unis d'Amérique, parce que c'est ce que les Chinois appellent, c'est le 35e des 36 stratagèmes de l'art chinois de la guerre traditionnelle, c'est le stratagème des chaînes. Plus vous mettez des gens aux intérêts antagonistes dans un local en leur disant mettez-vous d'accord sur tout, et plus ça ne marche pas. Voilà. Donc les États-Unis ne cessent que de vouloir faire entrer des nouveaux États dans l'Union européenne, comme d'ailleurs si ça les regardait. Lorsque les États-Unis ont dit que M. Bill Clinton à Ankara en 99 a dit qu'il faut que la Turquie entre dans l'Union européenne, il s'est trouvé aucun pays membre de l'Union européenne pour taper du poing sur la table et dire aux États-Unis mettez-vous de ce qui vous regarde. D'ailleurs, pourquoi la Turquie doit-elle entrer dans l'Union européenne? Parce que ce sont les États-Unis qui l'ont demandé. Et pourquoi les États-Unis l'ont-ils demandé? Parce que il s'agit de faire coïncider le périmètre de l'OTAN, la face militaire, la Turquie étant membre de l'OTAN depuis 1955, avec la face civile de cette même médaille qui est l'asservissement de l'Europe aux intérêts géopolitiques américains, et qui est l'Union européenne. Il s'agit d'encercler encore et toujours la Russie par le sud cette fois-ci, le sud-ouest, et accessoirement, mais ça n'est pas accessoire, de surveiller le Moyen-Orient, de surveiller les ressources en hydrocarbures et en eau de la Mésopotamie, de surveiller Israël, de surveiller la Méditerranée orientale, de surveiller aussi les républiques du Caucase. Voilà. Alors nous, je reviens à mon propos, nous ce que nous disons, c'est que si on veut un monde de paix, au troisième millénaire, il faut en finir avec tout ça. Il faut en finir avec cette vision racialiste de l'univers, cette espèce d'apartheid planétaire. C'est ça en fait. Hein. La construction européenne, c'est une espèce d'apartheid planétaire. Cette volonté de faire se regrouper contre rime et raison les pays par prétendument appartenance géographique, alors même que les distances ont été abolies. On nous explique par ailleurs que les distances ont été abolies, à juste titre, par Internet, par la facilité de communication, de la télévision, d'Internet, des transports aériens, etc. C'est vrai que on essaye de nous faire croire qu'il faudrait, il y aurait une mystérieuse raison qu'il faudrait se regrouper par continent. En réalité, c'est le substrat du choc des civilisations par grand type religieux. Donc nous, ce que nous disons, et c'est aussi ce qui nous distingue de tout le monde, parce que tous les autres partis politiques français, je l'ai dit tout à l'heure, ils approuvent cette idée de construction européenne. Cette belle idée européenne, comme le disait M. Dupont-Aignan encore il y a quelque temps. Non, nous disons que ça n'est pas une belle idée. Nous disons que si on veut un monde de paix au troisième millénaire, il n'y a aucune raison pour faire le distinguo entre l'Algérie et la Lettonie, entre le Québec et Madagascar, entre la Suisse et le Venezuela, entre la Bulgarie et puis le Zimbabwe. Il n'y a pas de raison. Voilà. Dans le monde d'aujourd'hui, on est en contact, tous les pays, il y a une intrication d'intérêts entre tous les pays du monde. En plus de ça, il suffit de regarder la composition sociologique des États. La France, que cela plaise ou ne plaise pas, c'est un fait sociologique qui est absolument évident, que la France a des liens avec les pays du Maghreb ou avec les pays d'Afrique francophone, sans commune mesure, beaucoup plus intense et supérieure aux liens que nous pouvons avoir avec la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, la Finlande, la Slovaquie ou la Bulgarie. Ça n'a aucun rapport. Donc, vous savez, quand on ment, quand on a une politique qui est fondée sur le mensonge, ça se termine toujours mal. Nos intérêts fondamentaux, et ces liens dont je parlais, c'est des liens migratoires, tout le monde les a à l'esprit, mais donc familiaux, mais aussi économiques, linguistiques, culturels, télévisuels, touristiques, etc. Il n'y a aucune raison, si ce n'est que de mauvaises raisons, pour vouloir dire que notre solidarité va avec les pays baltes et pas avec les pays du Sud. Alors, je ne dis pas, bien entendu, qu'il faut faire une communauté avec les pays du Sud contre les pays du Nord. Je dis que tout ça, ce sont des idées dépassées, des idées vieillottes, des idées fondées sur l'inquiétude, une vision anxieuse, angoissante de l'univers. Quand vous débattez avec des européistes, au début, ils prennent toujours la pause, la personne ouverte sur l'étranger, et puis moi, on me dit, vous voulez refermer la France sur elle-même. On n'a jamais voulu refermer la France sur elle-même. Jamais.
Jamais. Si on sort de l'Union européenne, on sera toujours dans Airbus qui n'a aucun rapport, on sera toujours dans Ariane Espace qui n'a aucun rapport avec la construction européenne. On aura toujours le deuxième réseau diplomatique le plus élevé du monde. Par exemple, savez-vous qu'il doit y avoir actuellement entre la France et l'Allemagne quelque chose comme 450 ou 460 traités bilatéraux qui remontent, dont le plus ancien doit remonter au XVIIe siècle. On a avec l'Allemagne des traités sur la délimitation des frontières, les échanges culturels, les immunités diplomatiques, les conventions de non-double imposition, les échanges d'étudiants, les adoptions, etc. C'est très touffu. Et on en a autant avec la Belgique, on en a autant avec la Suisse, les États-Unis, le Japon, la Belgique, l'Italie, le Portugal. Donc on veut mettre dans la tête des Français que si on sortait de l'Union européenne, c'est comme si on entrait au Carmel. Mais non, pas du tout. Pas du tout. On aura toujours des milliers de relations. Et au contraire, d'un seul coup, on retrouvera ce qu'est la vocation de la France. C'est une vocation qui est une vocation universelle. Donc nous dénonçons cette idée, cette construction européenne, comme une idée qui est en fait fondée, elle se présente sous un jour sympathique et généreux, alors qu'en fait elle est fondée sur une idée qui n'est pas reluisante, qui même est assez sulfureuse, c'est fondée sur un racialisme, sur l'idée de domination blanche de l'univers, sur une espèce d'apartheid honteux qui ne dit pas son nom. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que comme ça ne correspond pas aux faits, c'est démenti par les événements. La France a des intérêts vers les pays du Sud, je l'ai dit, mais l'Allemagne a des intérêts vers les pays d'Europe de l'Est ou du monde turcophone. Et puis le Royaume-Uni a des intérêts vis-à-vis des pays du Commonwealth, notamment vis-à-vis du Nigeria et beaucoup plus encore vis-à-vis du sous-continent indien. Allez vous balader au Royaume-Uni, il y a énormément de Pakistanais, de Bangladeshis, etc. Donc en fait, les trajectoires de ces pays sont sur des évolutions qui les séparent les uns des autres. Et donc, comme tout ceci ne marche pas, comme par ailleurs les peuples, il y a un irrédentisme des peuples et des nations, c'est connu. On ne peut pas supprimer un peuple comme ça. Eh bien, progressivement, la construction européenne, qui est une utopie en fait, eh bien, comme toutes les utopies qui se mettent en œuvre, elle est contrainte à virer à la dictature. Parce que quand les faits ne correspondent pas aux promesses, eh bien, vous êtes obligé progressivement de disqualifier les faits et vous êtes obligé progressivement d'interdire toute contestation de fond. Et donc c'est ce qui m'a amené à créer l'UPR. Le slogan de notre mouvement, c'est l'union du peuple pour rétablir la démocratie, parce que la construction européenne porte en elle la dictature comme l'orage porte la pluie. Comme la construction du socialisme avait aussi porté la dictature, parce que c'était pareil, c'était pas les mêmes présupposés économiques et derrière, mais c'était aussi la volonté contre rime et raison d'imposer un modèle qui, se révélant ne marchant pas, bien progressivement a viré à l'interdiction de critiquer le système. On a eu cet exemple extraordinaire hier de Madame Viviane Reding, enfin, c'était avant-hier. Viviane Reding, c'est une femme luxembourgeoise qui a un doctorat de sociologie de la Sorbonne. Bon, elle n'a jamais été élue par qui que ce soit. En plus, je ne veux pas être offensant vis-à-vis de nos amis luxembourgeois, mais c'est un petit pays. Bon, donc c'est une ressortissante d'un petit pays qui n'a jamais été élue par qui que ce soit et qui s'est rendue au Royaume-Uni, c'était avant-hier, dans le cadre d'un débat citoyen sur l'Europe. Parce que les européistes font mine de vouloir des débats citoyens. Mais des débats citoyens à condition qu'on ne critique jamais l'Europe. Voilà. Dès que commence à y avoir des critiques de fond, à ce moment-là, ils perdent pied et ils perdent de leur sang-froid. C'est ce qui s'est passé. Madame Viviane Reding a dit avant-hier à Londres que de toute façon, les Britanniques étaient trop ignorants pour qu'on puisse leur demander leur avis sur la sortie de l'Union européenne par référendum. Ben ça, je suis désolé, mais c'est très exactement une dictature qui se met en place. C'est un fascisme bleu. Rampant, qui est je parle de fascisme bleu parce qu'on a eu l'idée fascisme brun, fascisme rouge. C'est un fascisme bleu qui se met en place. On en a eu d'ailleurs d'autres exemples. Le fait que lorsque les peuples votent non lors d'un référendum, on les force à revoter jusqu'à ce que ça soit oui. Le fait qu'on a eu M. Maroš Šefčovič, qui est le commissaire slovaque à la Commission européenne, qui est chargé de l'administration,
En mai 2010, il a fait une annonce que nous avons été aussi les seuls à soulever, à remarquer. Vous savez que dans le traité de Lisbonne reprenant la Constitution européenne, il y a un droit de pétition qui est reconnu au peuple d'Europe, comme si c'était un grand miracle. Ce droit de pétition, qui a été présenté comme une avancée démocratique fantastique, en fait, tenez-vous bien, il s'agit, lorsqu'il y a 1 million de signatures venant de je ne sais plus combien de pays d'Europe, à ce moment-là, la Commission européenne accepte de regarder le problème. C'est comme un placet qu'on remettait à Louis XIV en étant à genoux. Est-ce que vous daigneriez bien, aux majestés, à jeter un œil sur cette supplique? C'est ce qu'on appelle les initiatives citoyennes européennes. Voilà, c'est ce qu'on appelle les initiatives citoyennes européennes. Eh bien, M. Sefcovic, interrogé par Euractiv, qui est une espèce de petit média européiste situé à Bruxelles, a dit devant les journalistes que les initiatives stupides comme par exemple, qui pourraient émaner de ce genre d'initiative, comme par exemple l'abolition de l'Union européenne, seront écartées par la Commission. Voilà. Évidemment. Donc nous avons affaire à une véritable dictature qui maintenant se cache d'ailleurs de moins en moins. Voilà. Alors, le dernier point, la dernière particularité de notre mouvement, après tout ce que je viens de dire, c'est également notre vision de la situation politique française et européenne, c'est que nous considérons que rien n'est plus important que la question de la souveraineté et de l'indépendance nationale. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. C'est aussi important que de savoir si on est en prison ou en liberté. Alors ça nous distingue de tous les autres mouvements politiques, parce que tous les autres mouvements politiques, allez voir leur site, allez voir leur programme. Ils vous parlent tous du Front National jusqu'à l'extrême gauche, hein, en passant par TLR, par l'UMP, le MoDem, EELV, le PS, le Front de gauche, le NPA, etc. Ils vous parlent tous de plein de sujets. Ils vont vous parler de la situation sociale, de la situation économique, de la situation énergétique, de la diplomatie, etc. Puis il y aura un chapitre, en général plutôt vers la fin, sur les questions européennes. Voilà. Et d'ailleurs, ils diront tous, voilà, eux, ils auront chacun leur projet d'autre Europe. C'est comme ça que ça se passe. Nous, on prend les choses d'une façon totalement différente. Nous, on dit que la seule question qui importe, c'est la question européenne. Parce qu'elle prime sur tout le reste. Parce qu'on ne peut plus avoir de politique économique, de politique sociale, de politique énergétique, de politique migratoire, de politique diplomatique, de politique militaire, de politique culturelle bientôt, de politique linguistique, etc., si on reste dans ce truc, puisque 70-80% de nos lois et règlements sont pris de façon décisive, et notamment tout ce qui est d'importance stratégique, par la Commission européenne ou sur la base des traités, des articles des traités que nous dénonçons et dont je parlais tout à l'heure. Donc ça change tout. Ça change absolument tout. Ça veut donc dire que nous, on met ce point-là en avant et nous comparons la situation de la France aujourd'hui à ce qu'elle a été en 1940, 41, 42, 43, 44. Alors évidemment, des gens qui vont aussitôt sursauter en disant il exagère, on n'est pas comme en 1941, etc. Oui, ça ne m'a pas échappé. Il n'y a pas des chars dans les rues, il n'y a pas des exactions, il n'y a pas des camps de concentration, du moins pas encore, qui sont organisés, ni des politiques d'extermination des minorités ou des opposants. C'est vrai, heureusement. Bon. Mais non, il n'en demeure pas moins que nous sommes dans une situation comparable en ce sens que nous avons perdu les manettes. Ce n'est plus nous qui dirigeons la France, ce n'est plus le peuple français qui dirige la France. On se retrouve donc dans une situation que la France a connue pas seulement en 1940, qu'elle a connue en 1870. Lorsque les troupes étrangères étaient en France, qu'elle a connue à d'autres moments de son histoire, qu'elle a connue pendant la guerre de 100 ans, c'est le moment où il faut se rassembler pour reprendre notre souveraineté. C'est la raison pour laquelle notre programme est un copier-coller, enfin une reprise du programme du Conseil national de la résistance de 1943-44. Il s'en inspire au point même que des passages entiers ont servi comme tête de chapitre à ce programme que j'ai présenté le 3 décembre 2011. Et ce programme est donc, nous distingue je crois, de toute la scène politique française par cette hiérarchie de priorités que nous dégageons, avec un corrélat très important, c'est que, puisque nous voulons rassembler les Français
sur cet objectif décisif, eh bien, nous nous donnons les moyens de rassembler les Français. Pour cet objectif décisif, il ne faut pas se leurrer. Il y aura des gens de droite et des gens de gauche qui devront s'y mettre. De même que les 55% de non à la Constitution européenne en 2005, c'était, d'après les sondages post-électoraux, 30% étaient des gens, des électeurs traditionnels de la gauche et 25% des électeurs traditionnels de la droite. Donc, si on continue le clivage droite-gauche, on permet au système actuel de se poursuivre. C'est la raison pour laquelle nous disons, nous, qu'il faut ce mouvement, que c'est un mouvement qui se veut provisoire, c'est pas un mouvement qui a vocation à s'éterniser, c'est un mouvement qui se veut provisoire, de rassemblement où on dit à tous les Français, mettons de côté tout ce qui nous divise, rassemblons-nous sur l'essentiel. Alors ça a une conséquence. Ça a une conséquence que un certain nombre d'observateurs extérieurs parfois comprennent un petit peu mal, mais que tous nos adhérents comprennent parfaitement et dont ils se réjouissent au fur et à mesure que le mouvement se développe parce qu'ils ont compris que c'est ça qui marche, c'est que nous mettons de côté toute une série de sujets polémiques qui sont lancés constamment sur les médias, qui sont à notre avis des moyens de distraire l'opinion. Alors, Nous les par mettons de exemple, côté. l'avortement, le mariage gay, on peut même mettre le nucléaire peut-être parfois dans cette Voilà, catégorie des ça sujets fait oui, qui partie sont lancés. exactement de... Nous avons chez nous, à l'UPR, nous avons chez nous des gens qui sont pour le nucléaire. Et nous en avons d'autres qui sont contre. Nous avons chez nous des gens qui sont contre le mariage pour tous, mais nous en avons aussi qui sont pour. Nous avons chez nous des gens qui sont contre l'euthanasie, nous en avons qui sont pour. On a chez nous des amateurs de Dieudonné et de la quenelle, et on en a qui le détestent. On est le reflet de la société française. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, tout ça c'est très intéressant. Il y a des sujets plus ou moins importants dans ceux que je viens d'énoncer. Mais nous, on ne prend pas parti sur ces questions. Les gens qui nous ont rejoints, ils ont le droit dans leur fort intérieur d'aimer Dieudonné ou de ne pas aimer Dieudonné, d'être contre le mariage gay ou pour le mariage gay, d'être contre le nucléaire pour le nucléaire, mais bien d'autres sujets, la fiscalité des entreprises, la fiscalité du patrimoine, même la conception même de ce que doit être la société à venir. On a chez nous des gens qui sont d'origine communiste, qui eux sont pour une appropriation collective de l'ensemble des moyens de production. Et puis on a chez nous des libéraux, on a des gens devenus de tous les horizons. Mais justement, puisque nous ne prenons pas de position, on ne se défile pas, hein. On dit ça sera pour après, lorsqu'on aura rendu aux Français leur démocratie. On est logique avec nous. Comment pourrions-nous vouloir rétablir la démocratie si c'était la carte forcée, qu'on avait un programme de 2753 pages en expliquant, voilà, on va faire ci, ça, et 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 ça. Bon, non, ça va. Alors, il n'en demeure pas moins qu'on a quand même un programme qui fait quand même 60 pages, et qui est disponible en téléchargement sur notre site upr.fr. Vous pouvez aussi le voir sous la forme la présentation que j'en avais faite le 3 décembre 2011. Donc c'est 8 épisodes, au total ça fait 5 heures, mais ça fait 8 épisodes. Et j'observe que tous les jours, d'ailleurs, il y a des dizaines et des dizaines d'internautes qui le découvrent et qui viennent le consulter et qui se rendent compte qu'il y avait beaucoup de choses dans ce programme. À mon avis, d'ailleurs, c'était le programme le plus riche en informations et en propositions novatrices et qui proposait le plus fort bouleversement de notre politique depuis 1945, parce que notre programme propose beaucoup de mesures, mais qui sont des mesures consensuelles au-delà du clivage droite-gauche. Puisqu'il reprend le programme du CNR. Je rappelle aux auditeurs qui ne le sauraient pas que le Conseil national de la résistance était présidé par Charles de Gaulle et qu'il comptait parmi lui, au sein du CNR, vous aviez des communistes, dont notamment Pierre Vimont a largement contribué à la rédaction du programme du CNR. Il comptait des socialistes, il comptait des gaullistes, il comptait des chrétiens, des catholiques, il comptait même quelques personnes d'extrême droite de la cagoule, mais qui étaient anti-allemands et anti-nazis. Et il comptait aussi des patrons et des ouvriers. C'est même écrit d'ailleurs dans la première page de ce programme qui est bref, hein, qui fait 5 pages. Il y a une première partie qui est consacrée à la fin de la guerre, et une deuxième partie, ce qu'il va falloir faire après la libération. Et il est question de l'union des patrons et des ouvriers. Alors, on reprend dans notre programme des éléments très importants parce que nous voulons rétablir ce qui nous paraît être au-delà du clivage droite-gauche. Par exemple, moi, j'ai jamais vu en France, sauf peut-être quelques personnes extrêmement, vraiment très très petit nombre, j'ai jamais vu, moi, de personnes qui soient venues me dire, monsieur, je suis favorable à la privatisation de la Poste. Moi, ça n'existe pas.
Les Français ont besoin, depuis Louis IX, depuis le milieu du XIIIe siècle, les Français ont besoin d'un État central, puissant, mais puissant et régulateur qui assure la justice entre les Français, qui combattent les injustices. C'est ça, c'est ce que veulent les Français. Donc les Français, je crois profondément que notre trait national, notre caractéristique nationale, c'est que c'est un pays de juste milieu, la France. C'est un pays qui ne peut pas être communiste avec une appropriation, avec un État Moloch tout puissant, mais c'est un pays qui ne peut pas non plus être un État ultralibéral avec un État inexistant. Les Français, ils ont besoin très probablement de ce qu'a été notre génie depuis Jacques Coeur avec Charles VII ou depuis Colbert avec Louis XIV, c'est-à-dire d'une économie mixte, d'une compénétration de l'État et des intérêts privés. On a besoin de l'économie capitaliste et libérale parce que c'est quand même ce qui fait le dynamisme d'une économie, l'expérience historique l'a montré, mais on a besoin aussi d'avoir un État régulateur qui corrige les excès, qui fasse qui remédie aux injustices sociales, qui empêche que les injustices, que les inégalités sociales se creusent à l'excès, parce que les Français, le corps social français ne le supporte pas. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, allez sur notre programme, vous verrez qu'il y a des quantités de mesures qui vont dans cette direction, sans parler, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, la question des médias ou la question des institutions, des réformes très importantes que nous proposons en matière constitutionnelle ou en matière de liberté d'accès à l'information et de démocratie. Alors j'avais quelques autres questions, mais il est déjà, ça fait déjà 2 heures qu'on discute et il est temps d'ouvrir le standard aux auditeurs. Je leur avais promis et ils ont très envie d'intervenir. Je vois qu'il y a de nombreux appels depuis tout à l'heure, mais je n'avais pas encore ouvert le standard, donc c'est maintenant chose faite. 08 92 23 95 20 pour intervenir. Posez vos questions à François Asselineau. 08 92 23 95 20.